Bonjour à tous, ici les Lucasfilles, moi c'est Claire. Moi, c'est Aurélie. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu sensible. On a intitulé cette vidéo #Je suis Kylo. On s'est rendu compte en essayant de comprendre la psychologie de ce personnage que énormément de gens s'identifiaient avec ce personnage ou reconnaissaient chez lui des membres de leur entourage. En regardant sur des blogs, etc., ou dans des forums, on s'est rendu compte que beaucoup de gens souffrant de troubles mentaux ou connaissant quelqu'un qui souffre de troubles mentaux, c'est un terme qu'on va utiliser au sens large, s'identifient à Kylo Ren ou sont fascinés par ce personnage. Donc, on préfère vous prévenir tout de suite, hein, nous ne sommes, pas des spécialistes, hein, de psychologie ou de psychiatrie, hein, c'est pas notre métier. On va s'intéresser à la psychologie, du personnage, mais on va y aller avec des gants, hein. Comme Kylo, Comme on va Kylo! y aller On avec va des gants. garder les gants, Voilà. pour essayer de Et on va comprendre. pas se mouiller. On va pas se mouiller, non, contrairement à Kylo. Donc voilà, on va essayer de comprendre pourquoi tant de gens, différents se sentent proches de lui ou croient retrouver chez lui, quelqu'un de leur entourage. Ce qui explique aussi, peut-être que, beaucoup de gens, bug avec ce personnage, savent pas, trop quoi en faire. Je pense que ça apporte aussi un commentaire sur, notre société et le fait que, ben, malheureusement, face à ce qu'on appellerait du handicap, les gens ne savent pas le gérer, ne savent pas l'accepter et c'est vraiment intéressant, à envisager sous cette perspective également. Effectivement, parce que, c'est un personnage qu'on adore ou qu'on déteste, il interroge. Voilà, donc il nous interpelle et c'est intéressant d'essayer de comprendre, pourquoi. Donc on va être sur les 2 tableaux, à savoir, dans l'univers Star Wars, dans Star Wars, le personnage, comment il évolue, ce qu'il a traversé, quels sont les types de comportements, qu'il manifeste. Et puis, hors univers Star Wars, notre univers à nous, comment nous on réagit par rapport à lui et ce que ça nous dit, bah, sur nous en tant que société. Ce que ça dit sur Star Wars dans notre société et c'est très intéressant et très important qu'un personnage comme celui-là occupe une telle place, centrale dans une franchise de l'ampleur de Star Wars, qui touche vraiment, tout le monde, qui a un caractère, universel. Un des premiers commentaires qui a été fait sur le personnage de Kylo Ren quand il est apparu, pas tout de suite d'ailleurs, parce que la première fois qu'il apparaît, en fait, il est, justement positionné en super méchant classique, badass, hein, vraiment pour le coup, on est en émulation de Vador, je pense que c'est aussi important de le rappeler. C'est-à-dire que ça a beaucoup surpris les gens, ça a décontenancé les gens parce que ce qu'on nous a annoncé avant, les images de marketing, avant la sortie du film et la première apparition du personnage où il est, il a l'air d'être en charge de tout, il arrive à arrêter un rayon, de blaster, en plein air, en plein air, ça fait bizarre, ça fait pique-nique. Heu, il arrive il arrive à arrêter son rayon blaster, à le suspendre en l'air, comme si de rien n'était, tout en ayant une conversation. Ça, on n'avait jamais vu ça et là, les gens se sont dit: «Waouh, on a enfin eu un méchant à la hauteur de Vador». C'est pour ça qu'après, on n'a pas compris, le fait que, plein de gens n'ont pas compris le fait qu'après, ça devient un stéréotype, de d'adolescent en colère et de gamin qui pique sa crise, ce qui a donné lieu à plein de surnoms et par exemple, à un site Twitter qui s'appelait, Emo Kylo Ren, où on le présente vraiment comme l'adolescent géniard et pleurnichard, qui tape sur tout ce qui bouge, limite qui a la voix qui mue et puis, qui qui est pas content. Ce qui nous rappelle malheureusement Anakin dans la prélogie, mais clairement on n'est pas là-dedans. Alors sur l'ado en colère, ce qui est bien, c'est qu'effectivement ça parle à des adolescents qui regardent le film. Et c'est important parce que, ce film, enfin ces films s'adressent, essentiellement à eux puisque ce sont des romans d'apprentissage. À chaque fois, ce sont des récits de passage, à l'âge adulte. Donc, dans le premier film, on est sur la phase enfance, on va entrer dans l'adolescence. On a des personnages principaux, des protagonistes qui sont restés coincés dans l'enfance. Il y a eu un blocage au niveau du développement émotionnel.
Donc physiquement, ils sont adultes, mais émotionnellement, ce sont des enfants. C'est valable pour Kylo, c'est valable pour Rey, c'est valable pour Finn. Donc il y a la notion de trauma qui n'est jamais très, très loin et sur laquelle on va revenir. Mais effectivement, résumer Kylo à un adolescent, pleurnichard, géniard, qui pique sa crise, qui est émotif, une espèce de goth, qui resterait, dans son garage à écouter du heavy metal, c'est, passer, à côté d'une bonne partie de ce qu'il, représente. C'est l'adolescent en colère, c'est comme ça que le caractérise, Rian Johnson, dans le documentaire Le réalisateur et le Jedi, donc pour le tournage de l'épisode 8, en coulisses. Donc Kylo est une manifestation de la colère qui s'accumule au moment de l'adolescence, qui est une période très difficile de redéfinition de soi. Donc c'est pour ça qu'il parle aux ados. Il parle aux petits garçons qui se mettent en colère même, avant la phase adolescente, aussi. Ça rejoint l'archétype de l'ombre, hein, qu'on avait déjà abordé dans une vidéo précédente, hein, sur comprendre la postlogie à l'étape, intermédiaire, niveau intermédiaire. Donc voilà, vous avez tout ça, qui se manifeste, chez Kylo quand il pique des crises de colère. Il ne sait pas gérer la frustration, il se qualifie, de monstre. Donc voilà, souvent les petits garçons quand ils se mettent en colère, on dit: «Ah mais c'est pas bien» et cetera. Donc ils internalisent le fait que leur comportement est pas acceptable, que c'est monstrueux, qu'il faut pas se mettre en colère, faut pas être violent, et ça alimente leur part d'ombre qu'ils devront intégrer à l'âge adulte. Donc on fait le lien aussi avec les archétypes, de la psychanalyse, à ce niveau-là avec Kylo. Oui, bah, quand même, c'est sûr qu'au niveau du design du personnage, de la conception, ils sont allés, franco, hein, sur le côté, adolescent, rebelle, hein. D'abord, il fait très anguleux, très jeune alors que l'acteur est pas âgé, mais enfin il a pas 15 ans, il a pas 20 ans, enfin il a quand même plus d'une trentaine d'années. Il fait vraiment très, très jeune à certains moments, du réveil de la force. Avec les cheveux longs, le fait d'être tout en noir, oui, clairement, on va dans le côté, on le voit tout à fait faire son shopping, pour s'acheter ses t-shirts, avec des crânes et des machins, enfin, je sais pas trop. Tu vois? Iron Maiden, death Voilà, metal, je sais pas si ça se fait encore, mais enfin, on pourrait l'imaginer en train de mettre son mascara, aller à l'école et piquer sa crise. Oui, ça, y a pas de problème, hein. donc c'est pour ça que, bah, dès le départ, il y a eu 2. Il a provoqué des réactions, viscérales, complètement opposées. Tu as toute une partie du fandom qui s'est foutu de lui. Donc le compte Twitter que tu as évoqué tout à l'heure, Emo Kylo Ren, vraiment c'était pour ça. Ouais, mais il est drôle, hein, ce conte-là, il est drôle I quand il même. est il il est Très vraiment drôle. drôle, ouais. Mais du coup, en face, tu as, quand même pas mal d'adolescents, garçons en colère, mais pas que, des filles aussi, qui se retrouvent chez ce personnage, qui se sont retrouvés chez ce personnage. Et effectivement, Adam Driver avait dit dans une interview qu'il l'avait interprété plus jeune que son âge canonique, parce que Kylo a 29 ans, au début de la nouvelle trilogie, et Adam Driver l'a volontairement, interprété, beaucoup plus jeune. Des fois, on le voit bouder, on le voit Mmh. s'énerver et cetera, et c'est incroyable parce que les mimiques sont tellement réalistes qu'on lui donne on a l'impression qu'il est beaucoup plus jeune qu'il ne l'est en réalité. Moi, le surnom que j'ai jamais pu supporter, c'est, Krylo Ren, Ah ouais. Kylo la chouine, quoi. C'est, ça me gêne vraiment celui-là. Oui, d'accord, bon, alors je sais pas ce qu'il voulait. En même temps, bizarrement, pour se plaindre de ce personnage, qui les insupporte, ils chouinent. Donc ils sont Oui, pas ils font ils sont pas pareil! toujours d'une Bah, «Oh, mais moi je voulais un autre méchant, mon méchant il aurait dû tuer tout le monde, et puis être content quand il le fait, il aurait pas dû montrer, de remords ni de regrets». Enfin je sais pas, je comprends pas. Et finalement, ils se comportent exactement de la manière dont ils se plaignent, donc je Ouais, donc en fait, l'épisode 7, c'est une déconstruction de l'image du méchant, parfait, accompli, puisqu'au tout début, quand on voit Kylo pour la première fois, comme tu l'as souligné, il maîtrise complètement son truc. On a vraiment l'impression d'avoir un Vader, 2.0, et puis, bah, pendant tout le fil de l'épisode 7, on va déconstruire, torpiller cette image
pour aboutir à un Kylo complètement défait, exposé, littéralement, à la fin de l'épisode 7. Exposer et exploser Et les 2. explosé, explosé, ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, c'est cette image que lui essayait de projeter et que le spectateur recevait au tout début de l'épisode 7 a été atomisée, durant tout le courant de l'épisode 7. Et c'est Ouais. là qu'il faut comprendre qu'on a affaire à un personnage qui n'a rien à voir avec Dark Vador et c'est là que ça a coincé avec une partie du fandom qui espérait ça. Et qu'au contraire, en face, tu as plein de gens qui se sont identifiés avec lui et qui se sont pris, d'affection pour lui, en tout cas qui sont entrés en résonance avec ce personnage et ça s'est confirmé avec le dernier Jedi, avec l'épisode 8. Bah, oui, de toute façon, on va pas se mentir, hein, c'est le meilleur personnage de la postlogie, et puis voilà, enfin, c'est évident. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très intime qui s'est créé entre lui et certains fans. C'est vrai que l'identification, elle est vraiment, vraiment importante. Par rapport à l'ado en colère, bah, évidemment, plus que avec Anakin qui n'avait plus ses parents, enfin le pauvre, il avait pas de père déjà pour commencer, mais ça bon, il perd sa mère dans l'épisode, 2. Là, c'est vrai qu'on a les parents qui sont présents et donc on positionne vraiment avec la difficulté à gérer, les relations familiales. Alors ce qui continue à encore aujourd'hui à faire dire à certains que la rédemption de Kylo Ren est impossible, c'est parce qu'il a tué Han Solo. Bon, on vous rappellera qu'on est quand même dans l'ordre du symbolique et que tuer le père, ça fait partie, de l'initiation pour l'ado. Il est important de, bah, tuer ses parents, pas littéralement, hein, mais mais d'apprendre à s'en détacher, et les critiquer, hein. N'importe quel parent qui a un adolescent, se reconnaîtra là-dedans et n'importe quelle, personne qui a été adolescente se souvient très bien d'avoir dit à ses parents, qu'il les déteste, qu'il veut plus jamais les voir. Donc là, on est au fantasme ultime qui est le fantasme, de conte de fées ou littéraire qui est que, ben, on les tue littéralement. Et la relation au père et la relation à la mère est pas du tout la même. Donc c'est le 2e point qu'on voulait aborder, la notion de complexe d'Oedipe. Alors on a parfaitement conscience que, cette notion a été largement décriée par la plupart des courants de psychanalyse, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les trilogies, de Star Wars. Le complexe d'Oedipe, c'est très, très fort dans Star Wars. Je pense que ça a été injecté, consciemment, hein, volontairement par George Lucas et puis, par Disney. Ça rejoint la notion d'effectivement, il faut tuer les parents symboliquement pour comprendre quel adulte on va devenir, pour se dissocier d'eux et trouver sa propre voie. Là, donc, Kylo tue son père, mais il est incapable de tuer sa mère et il fait une fixation sur une jeune femme qui ressemble énormément à sa mère, déjà physiquement de brune aux yeux marrons et puis en termes de tempérament. Donc voilà, on est dans Kylo est aussi manifeste des signes d'un complexe d'Oedipe extrêmement puissant dans la nouvelle trilogie. C'était déjà le cas dans la prélogie avec Anakin, hein, qui fait une fixation sur Padmé au moment où il est séparé de sa mère Shmi. Donc voilà, Padmé qui en plus a été plus âgée que lui de quelques années, donc ça Mmh. fonctionnait très très bien. Et on a une autre version du complexe d'Oedipe dans la trilogie d'origine, dans la relation entre Luke et son père Dark Vador, ou Vader, Vater, hein, le père en, en allemand. Donc, c'est George Lucas, c'était pas très subtil. Hein. La notion de complexe d'Oedipe, on va passer vite, mais bon, elle est quand même présente dans toute la saga Skywalker et dans la postlogie aussi, on la retrouve complètement dans l'adolescent en colère qui se rebelle contre ses parents, qui veut se détacher de ses parents. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Là, on n'a pas affaire à un personnage qui est orphelin, parce que les personnages orphelins dans les contes de fées, presque toutes les princesses, elles sont, Puis surtout chez Disney, oui, alors là, ouais, elles sont toutes c'est même une orphelines blague de mère, récurrente, hein, ouais, ou des 2 et cetera. Mais dans les contes aussi, la relation aux parents, elle est souvent, faussée par l'absence d'un ou des 2 parents. C'est là que le personnage de la marâtre, de la belle-mère, ou du père castrateur, entre en piste. Là, les 2 parents, même s'ils ont leur tort et on va y revenir, hein, dans la psychologie de Kylo, sont toujours là. Il est issu d'une famille de héros, de légendes que l'on aime dans l'univers Star Wars. Ce sont des héros dans l'univers Star Wars et ce sont des héros dans notre monde, réel aussi, on les adore et ça montre qu'on peut venir d'une famille, au top, en tout cas en apparence et quand même, sombrer
plonger. Donc ça donne de l'espoir aussi pour les gens qui ont des familles aimantes, mais qui ont quand même sombré, qui ont quand même, manifesté des troubles ou qui ont eu l'impression d'avoir manqué à l'appel, vis-à-vis de leur famille. Mais c'est ça aussi que certains fans ne supportent pas, c'est-à-dire l'idée que les héros, plus que parfaits de leur enfance puissent avoir échoué en tant que parents et ça arrive à plein de gens bien en fait, hein, d'échouer en tant que parent. On peut être, quelqu'un de formidable et puis, ben, passer à côté, de plein de choses pour, ses enfants. Vraiment, ils n'acceptent pas l'idée que Anne et Leia aient pu être autre chose que des parents parfaits. Or, dans le canon, on a vraiment plein de choses qui nous alors ça veut pas dire qu'ils aiment pas leur fils, hein, encore une fois, ils aiment tellement leur fils qu'ils sont prêts à se sacrifier pour lui. Ce que fait littéralement Han Solo et il est prêt à le faire. C'est quelqu'un qui passe son temps à fuir. Pour une fois dans sa vie, il a pas fui, enfin, ça n'arrivait pas beaucoup, mais ça lui arrivait comme dans Star Wars, ça lui arrive quand même. Mais c'est vrai qu'il a pas fui, il est allé au casse-pipe, voir son fils et il est resté jusqu'au bout et le dernier geste qu'il a envers son fils alors qu'il vient d'être tué, c'est un geste d'amour, un geste de pardon qui a été d'ailleurs relayé dans la novélisation par le fait qu'on dit qu'il pardonne à son fils à ce moment-là. Il Mmh. touche son visage, là où il y aura d'ailleurs la cicatrice que Rey va lui marquer. Donc pour toujours, il aura cette cicatrice de l'amour de son père, cette trace de l'amour de son père qui restera sur le visage. Il vivra avec en permanence. Et bien qu'ayant été un père aimant, dans le canon, tous les romans et les BD qu'on peut avoir sur Anne nous montrent qu'il échoue en tant que père. Il le sait lui-même, il n'arrête pas de dire: «Je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas eu moi-même de père, de modèle paternel et je n'y arriverai pas». En plus, pas de chance pour lui, il a un enfant qui a un niveau de compétence qui ne peut pas comprendre puisque lui, il n'a pas la force, il n'est pas sensible à la force, donc il a l'impression d'être complètement, désavantagé, dans sa relation avec Kylo et il se place de toute façon dès le début, dès les premiers mois de la vie de Kylo en situation d'échec dans sa relation, avec son fils et Leia, bah, bien qu'aimante et sensible à la force, donc peut-être à même de comprendre les troubles de son enfant, elle est, accaparée par ses, obligations et en plus probablement torturée par le spectre de, la possibilité que son fils devienne comme son père. Mmh. C'est une Tout à fait. complication. Donc c'est vrai qu'à gérer, comme en plus elle n'a pas été capable de faire le deuil de son père, qu'elle n'a pas complètement intégré, le fait que Vador soit son père, c'est dans une situation qui est assez malsaine, Ah bah, dès le départ, c'était, la recette pour le désastre, mmh. hein. On l'avait souligné dans notre vidéo sur le sexe dans Star Wars, mais Anne et Leia sont devenus des parents, très, très jeunes, hein, dans l'année qui a suivi leur mariage, ils sont devenus parents de cet enfant, donc «à problème» entre guillemets parce qu'effectivement bébé Ben, ne dormait pas, bah, il y avait Snoke en coulisses, hein, qui commençait à empoisonner son esprit. On a fait un enfant ultra puissant dans la Force, qui avait un lien privilégié dans la Force avec sa mère. Donc on reste toujours sur le complexe, d'Oedipe. Effectivement, l'attachement à la mère était très fort, mais il adorait son père aussi, quand il était petit. Il disait à tout le monde qu'il voulait devenir pilote comme son papa. Il a passé plus de temps avec son père probablement qu'avec sa mère d'ailleurs, parce qu'à chaque fois dans les romans, dans Baroud d'honneur ou même dans la novélisation, du dernier Jedi, souvent les références sont faites sur le temps qu'il passe dans les bras de son père. Effectivement, mais après, c'est peut-être dans les premières années de sa vie, mais après Anne, il était tout le temps en vadrouille quand même, hein. Il était souvent parti, et ses parents arrêtaient pas de se friter, bah, en parlant de lui et parce que, bah, déjà c'était un couple dont la dynamique reposait quand même beaucoup sur le conflit et bah, c'était pas une ambiance très, très saine, puis c'est un enfant qui a été quand même souvent laissé à la garde de droïdes. On va y revenir un petit peu plus tard, mais pour forger des attachements, sécures, c'était pas terrible. Et puis quand ses parents ont vraiment plus su, comment le gérer, croyant bien faire, bah, ils l'ont envoyé à son oncle Luke, qui devait pas être une figure très très rassurante, pour lui. Alors Ben devait attendre beaucoup de cet oncle qui, avait, sauvé Dark Vador, qui avait vu du bon dans Dark Vador, qui avait sauvé la galaxie. Je pense que Leia se disait la même chose, bah, lui qui va le gérer, dans la Force, il va l'aider et cetera. Puis on a bien vu dans l'épisode 8 que c'est pas du tout ça qui s'est passé. Et au moment où Luke, essaie de tuer Ben, bah, ça nous amène au 3e point qu'on voulait aborder, à savoir le syndrome de stress, post-traumatique.
il y a de fortes chances que, Kylo, c'est pas le seul personnage dans Star Wars, hein, mais que Kylo en souffre. Après tout, on parle de guerre. Star Wars, c'est des récits de guerre. Donc voilà, qui souffre, souvent de syndrome post-traumatique? Bah, c'est les vétérans de guerre, hein, ce sont les soldats. Oui, ou d'un événement, traumatique, le fait d'avoir été, victime, d'abus sexuels ou tentative de meurtre dans le cas Mmh. de alors, savoir qu'en plus, dans le cas de Kylo, on a déjà parlé de Snoke en pervers pépère, c'est implicite, hein, que d'une certaine manière, il y a eu, c'est une forme d'abus sexuel en fait, hein, C'est une forme de violation, hein, oui, de toute voilà. façon, violation de son esprit, donc on a affaire quand même, avec Kylo à quelqu'un qui est en stress, dépassé, suite à des traumas, extrêmement, puissants et dont il, n'a jamais, il a pas suivi de thérapie, personne lui a tendu la main finalement pour l'aider à gérer ses traumatismes, donc en fait, voilà, il vit avec ça et bah, c'est quelque chose qui, je pense, peut parler à l'acteur, Adam Driver, de par son parcours. Oui, c'est un ancien militaire et c'est vrai que bon, bah, qu'il a pas pu, continuer à cause d'une blessure, je crois, il a pas pu continuer sa carrière, il devait être envoyé, en Irak ou en Afghanistan, parce que c'était à ce moment-là, c'était ces conflits-là. Il a pas pu y aller et il s'est quand même toujours senti, d'une dette, hein, vis-à-vis de l'armée, je pense et il est très impliqué, dans l'action auprès des vétérans et auprès des forces armées. Il a créé une fondation, une organisation non gouvernementale, qui apporte l'art, aux soldats. Donc soit qui, aide, des militaires à se lancer dans des projets d'écriture, ou alors qui apporte, justement il va faire des lectures, théâtrales, avec, d'autres, acteurs Et sa femme qui est très impliquée et aussi. sa femme qui est impliquée également dans la création. Ils vont, sensibiliser, les soldats à l'art et au monde du théâtre. Donc c'est évident que quand il a signé pour Star Wars, il allait pas, signer pour un personnage, sur lequel on a un fort soupçon de syndrome, post-traumatique, qui touche énormément, de vétérans, énormément de personnes qui sont, en opération dans des forces armées, qui va signer pour le fait que cette personne qui souffre de ce traumatisme puisse finir, comme le grand méchant et la personne à abattre, du film. Je pense que c'est encore une fois un signe que là, on veut aider des gens qui sont en souffrance, en leur montrant qu'une issue est possible. Une issue Et que heureuse. rien n'est jamais perdu, Ouais. voilà, même dans les moments les plus compliqués. Alors bon, pour l'instant vous le voyez pas parce qu'on est dans le chapitre 2, mais rassurez-vous, le chapitre 3 va nous montrer que oui, c'est possible et c'est essentiel pour les gens qui regardent ça. Bon, on parle de syndrome post-traumatique, oui, il est en stress permanent, ce qui se manifeste, concrètement dans le film, que les gens peuvent voir sur son syndrome post-traumatique. En dehors de ces accès ponctuels de violence, parce qu'il y a trop, enfin ça fait trop pour lui, le fait qu'il ait une grande difficulté au sommeil, qui est vraiment mis en avant. À chaque fois, de toute façon, lui, le peu qu'on le voit en train de dormir, et c'est vrai que Disney prend grand plaisir à nous le montrer en train de dormir, et pour le coup, même en dehors du film. Il y a chaque fois, bon, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de le tuer. Enfin, il est en train d'essayer de dormir dans sa hutte, là où il y a le temple Jedi. Il se réveille, il a quand même Luke qui est avec le sabre à la main. Quand il est inconscient suite au combat avec Rey, bon, il se réveille et t'as Hux qui a la main sur son blaster, prêt à le zigouiller. Prêt à le zigouiller, Et ouais. il se réveille à ce moment-là parce qu'il se dit: «Ouh là, ça sent le pâté». Heu, je veux dire, à chaque fois, qu'il est endormi, enfin, il lui arrive des crasses. Il doit être dans un état, probablement il dort pas assez ce Il garçon, dort hein, il pas a laissé un beaucoup, petit hein. baiser, hein. Bah, déjà, Non, il non. dormait pas beaucoup quand il était enfant. Il pouvait, Oui. passer des jours et des jours sans dormir. Donc pour ceux qui ont déjà eu des jeunes enfants, j'ose même pas imaginer un bébé qui dort pas pendant plusieurs jours d'affilée. Je conçois même pas le truc, en fait. C'est bon, ça doit être terrible. Ah, ça crée une ambiance, hein, dans la famille, Ah hein, bah, très devine, clairement. c'est donc tout le monde est en stress, quoi, mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est que pour revenir sur Adam Driver, on lui avait donné son arc, les grandes lignes pour le décider à À signer, signer. à prendre le rôle Mmh. de Kylo Ren et il a déjà dit en interview que, de tous les rôles qu'il avait interprétés jusque-là, c'était celui qui était le plus proche de lui. Donc voilà, hein, on n'a pas affaire à quelqu'un qui fait n'importe quoi. On pense toutes les 2 hein, que, Kylo va avoir une issue heureuse. Ce qui est tant mieux parce que vu ce qu'il représente pour, énormément de gens, dans le monde, qui rencontrent des difficultés, vraiment,
énorme. Ce serait vraiment une note très positive, ce serait très important qu'il s'en sorte, qu'il s'en sorte. Oui, parce que bon, on a c'est la page se cache sous l'iceberg, il y a plein d'autres troubles qu'on va évoquer. On peut, sur un plan plus large, parler de troubles mentaux, ben, de folie ou et cetera. Il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits avec, Hamlet aussi, Mmh. la fameuse scène Le avec le crâne de casque de Vador. Yorick. Bah, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'il c'est quand même quelqu'un qui est positionné en mode, isolé, en train de parler à un objet. «Parle-moi papy». Et là, on se dit: «Bon, ce garçon ne va pas très bien». Voilà et bon, lui taper dessus, ça aide pas le discours, en fait. Oui, ce garçon ne va pas très bien. Tous les signes nous sont donnés pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est codé comme, souffrant de troubles mentaux, hein, clairement, hein, C'est donc c'est quelqu'un en souffrance. Enfin, il veut dire, on nous montre en train de pleurer. Bah non, faut pas se foutre de sa gueule. Il est en souffrance, ce il le dit garçon. d'ailleurs. Il le dit à Oui, son père: il le «Je dit à veux son que le père. la souffrance s'arrête. Je suis déchiré, je suis coupé en 2. Je veux que cette souffrance s'arrête» et tu as un regard de commisération, de compassion sur le visage de Han, qui est quand même pas le mec, à la base le plus démonstratif du monde quand même. Mmh. Qui est un peu, lui pour le coup il plaisait aux fanboys macho man, hein, et il voit la souffrance de son fils, c'est terrible pour lui. Il sait que son fils souffre parce qu'il l'a vu souffrir depuis qu'il est tout petit, il était complètement démuni et ça doit être un crève-cœur de se rendre compte que, sous ces airs de Dark Vador 2.0 et cetera, de ce qu'il essaie de projeter, on a un gamin qui est en grande souffrance et qui ne trouve pas, l'aide, dont il a besoin. Ah bah, c'est pour ça qu'il veut voir sous le masque, hein, d'ailleurs, hein, qu'il lui demande d'enlever son masque et il dit qu'il veut voir le visage de son fils. Bon, qu'elle lui dit: «Ton fils, il est mort, je l'ai tué, il était faible et Il a été foolish, idiot et faible. ah oui, il était idiot et faible. Bon, en fait, quand il enlève le masque, c'est exactement ce qu'il projette parce que, comme, c'est écrit dans la novelisation également, ce que voit Anne, c'est le visage d'un jeune garçon, qui a perdu du poids, qui a pas assez dormi et qui est en grande souffrance émotionnelle et psychique et donc, oui, il est toujours, faible et un petit peu idiot dans sa manière de gérer les choses parce qu'il continue à vouloir rester du côté obscur en pensant que ça lui apportera, un soulagement, ce qui est pas le cas parce qu'il s'enfonce au fur et à mesure encore plus dans le mal-être et la Mmh. souffrance. Mais en tout cas, il est évident que, n'importe qui a souffert de dépression ou qui a dans sa famille, quelqu'un qui souffre de dépression ou qui peut avoir des troubles divers comme ceux qu'on va évoquer après, leur dire, «Attendez, il mérite que de crever», quel discours ça nous donne sur nous en tant que société, notre manière de gérer les gens qui sont en souffrance, psychique, émotionnelle ou en handicap. Bah, c'est, Ah oui, hallucinant. c'est extrêmement, perturbant, hein, ça fait flipper, hein. On l'avait déjà évoqué que le manque d'empathie d'une partie d'une fandom vis-à-vis de ce personnage était enfin très, très préoccupant. Enfin, on maintient, hein, déjà on le présente comme il essaie d'être un méchant, il y arrive pas, enfin, faut se faire une raison. Kylo n'est pas le grand méchant de la nouvelle trilogie, bien au contraire, c'est une déconstruction, du de d'un méchant, quelqu'un qui voudrait être le méchant et qui va revenir du côté lumineux, qui va avoir une résolution heureuse, optimiste de parce qu'après toutes les souffrances qu'il a endurées, bien sûr que ce jeune homme va enfin, connaître une forme de délivrance et de sérénité, de paix, intérieure, bien méritée. Donc ça implique rédemption évidemment, que Rey soit là pour l'accompagner et le soutenir, comme lui-même a pu, la soutenir et l'accompagner, à sa façon. Faire pour lui ce qu'il a su faire, pour elle. Et ça nous amène au quatrième point qu'on voulait, aborder avec vous, qui est la théorie de l'attachement. Puisque Rey est une des figures d'attachement de Kylo Ren. Donc la théorie de l'attachement, a été élaborée, par des psychologues, John Bowlby et Mary Ainsworth dans les années 50. C'est en fait, ils ont fait le lien, ils ont identifié 4 formes d'attachement chez le très jeune enfant. Donc la 1re forme d'attachement, c'est l'attachement en sécure. L'enfant, a une relation, sécurisée, saine avec, ses figures d'attachement, donc les parents bien sûr, tous ceux qui sont amenés à s'occuper de lui quand il est très, très jeune, à le nourrir et cetera. Donc les figures nourricières, sécurisantes, au sens large, mais bon évidemment au centre sont les figures des parents. Ensuite, il y a la deuxième forme d'attachement, c'est l'attachement insécure ou ambivalent. L'enfant n'est pas sécure dans les attachements vis-à-vis
des parents. Les parents sont peut-être absents, et cetera. Il y a pas de routine, il y a pas de certitude, chez l'enfant, que ces figures d'attachement, tiennent à lui et seront toujours là, pour lui. La troisième forme, c'est insécure, dans l'évitement. Donc là, l'enfant, tellement insécure, dans ses relations avec ses figures d'attachement qu'il va, apprendre à les éviter, à ne pas trop en attendre parce qu'il a peur d'être déçu. Il a déjà internalisé le fait que, bah, ces figures d'attachement ne seraient pas toujours là pour lui. Donc, il se détache, et ça peut aboutir à la quatrième forme d'attachement qui est, désorganisé, désorienté, où là vraiment il y a une peur de s'attacher aux autres qui est, internalisée et qui fait que la personne, à l'âge adulte va se surprotéger. Donc là, bah, typiquement, c'est là qu'on pourrait classer Ray. Et donc de ces 4 formes d'attachement identifiées chez le très jeune enfant, donc dans cette théorie de l'attachement, on a identifié à l'âge adulte le même genre de forme, donc sécure, anxieux, préoccupé, dans l'évitement, voire peureux dans l'évitement, plus, donc qui est la 4e forme, voilà. Kylo Ren entrerait dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire l'attachement anxieux préoccupé. Et effectivement, Il y a des soucis, il y a des oui. gros soucis, et ça rejoint ce qu'on sait par l'univers étendu et ce qui nous est donné dans les films sur la façon dont il a grandi. Les parents n'étaient pas toujours là. Ben Solo a internalisé très, très jeune le fait que, bah, ses parents, étaient pas toujours disponibles pour lui. Donc, il allait être pot de colle quand les parents étaient là. Vraiment, très, très fusionnel avec sa mère. En plus, ils avaient cette connexion dans la force. L'identification au père très, très jeune: «Je veux être un pilote comme papa». Dès que son père était là, était tout le temps fourré avec lui, sur le Faucon Millenium. Mais quand les parents n'étaient pas là, il était, laissé à la garde de droïdes. Donc des droïdes, bah, pour un très jeune enfant, le droïde, il a un visage, c'est un masque en fait, parce que l'enfant réagit, aux mimiques des parents, au son de la voix, au sourire, au plissement des yeux, voilà tout ce qu'il va intégrer qui vont devenir ensuite des repères dans les interactions sociales, et cetera, pour identifier les intentions de l'autre vis-à-vis de nous, et ce qui va aussi faire source d'empathie. Puis faut rappeler que dans Star Wars, les robots sont pas très humanoïdes, hein, parce que les robots sont vraiment très Bah, même robotisés. Cispeo qui a une silhouette, humaine, lui, son visage, est inexpressif. Par Voilà. définition, leurs visages sont figés. Donc pour un enfant en plein développement, c'est extrêmement, problématique en fait, parce que, tu ne peux pas identifier les intentions de la personne dont tu es complètement, dépendant. Et en plus pour Ben, traumatisme de l'enfance, quand il avait environ 2 ans, pareil on l'avait évoqué dans une vidéo précédente, mais, un des robots de cuisine a piraté, a essayé de lui faire la peau, et l'enfant s'est défendu en utilisant, la force. Donc un traumatisme de plus, au tableau pour notre pauvre Ben Solo, hein, décidément. Kylo Ren/Ben Solo, serait plutôt du type anxieux, préoccupé dans ses attachements, et ça se voit très nettement, avec Rey, donc qui est une nouvelle figure d'attachement, pour lui, puisque, en fait, les gens qui sont anxieux, qui présentent ce type d'attachement, vont être, très pot de colle, vont pourchasser, l'objet de l'affection, la figure d'attachement, avoir besoin de preuves d'intimité et d'amour, d'affection très marquées pour être, rassurés. Ils vont en avoir besoin, fréquemment, et voilà, ils vont avoir l'impression qu'ils peuvent jamais connecter avec les autres, que les autres les rejettent, et cetera. Enfin, ils ont besoin d'énormément de signes, sans ambiguïté pour rassurer leur anxiété, et ils sont vraiment toujours dans l'emprise, voilà, dans la saisie de la figure d'attachement. On le voit très bien avec Kylo, hein, qui fait une fixation sur Rey et qui, est tout le temps c'est lui qui la pourchasse. Bah, il l'embarque même, hein. Mais pour revenir sur l'attaque du droïde de cuisine, dans Baroud d'honneur, ce que peut-être Ben va retenir de cet épisode pour lui, c'est que, bah, il y a aucun endroit où il sera en sécurité et que même au sein de sa maison, quelque chose de familier peut se retourner contre lui. Encore une fois, on est dans le stress permanent, il y a rien de fixe autour de lui, rien de Mais il est sur le qui-vive en permanence. Donc il y a une anxiété et un manque de confiance qui s'est installé très très vite, hein, quand jeune homme,
il se réveille avec Luke, le sabre laser au-dessus de lui, bah, c'est le robot de cuisine, Again. Sauf que là, c'est un être humain, c'est un parent. Il est censé être, en sécurité avec ses parents. Normalement, il devrait pas être en danger, avec un membre de sa famille. Il y a déjà eu de la négligence et cetera. Enfin, lui le vit comme de la négligence parce que, bah, ses parents ont pas toujours été, suffisamment disponibles pour lui et ils l'ont expédié chez l'oncle hein, qui est, non seulement ne n'a pas su l'aider, mais avait carrément baissé les bras, puisqu'il était prêt à le tuer dans son sommeil pour se débarrasser de lui. Donc voilà, on a Ça vraiment aurait été c'est un ça aurait été intéressant s'il l'avait envoyé chez son parrain, Lando, hein. Ça aurait chez Lando, donné ouais, ça aurait ça aurait donné quelque chose de différent. de très différent, ouais. Il serait devenu le roi du poker. Ça lui aurait sans doute tous réussi, hein, quelque part, hein, Ah ouais, bah, déjà il ouais, et puis il porte la cape, attends, donc je pense qu'il aurait été mieux chez Lando. Ah les effets de cap, c'est que ce soit la famille parce que bon, Vador aussi les effets de cap, voilà quoi, il adorait. Bah, le problème, ce qui fait toute la différence, c'est sa puissance dans la force, quoi. C'est à cause de ça, qu'il a été ciblé par Snoke. Dès le départ, il avait une cible sur le dos, ce gamin et c'est ce qui fait que son père arrive pas à connecter avec lui. C'est ce qui fait que, la moindre de ses réactions peut avoir des circonstances dramatiques parce que, il peut retourner toute la maison, il peut, briser la nuque d'un petit camarade de classe, s'il perd le contrôle. Donc il a grandi, il a internalisé tout ça, il a grandi avec ça. C'est ce qui explique qu'il a un tel trouble de l'attachement. Oui, bah, ce que tu dis, mais c'est important de noter que pour l'instant, pour ce qu'on en sait, il a jamais rien fait de répréhensible, avant, l'incident, du temple Jedi, en fait. Rien Il a rien. d'irréparable avant ce Non. En moment-là, non, tout cas, pour l'instant de ce qu'on sait, hein, il y a rien de ce qu'on de sait, non. ouais. Il aurait pu probablement faire plein de catastrophes autour de lui, Il a ça ne nous provoqué a pas pas mal de été destruction dans la maison, mais ouais, il avait jamais tué personne, il avait jamais, voilà. Ça, c'est hyper important de le garder à l'esprit et effectivement, quand on se promène sur internet, c'est une théorie qui est souvent reprise en thérapie, hein, qui a l'air de bien fonctionner, qui, bah, manifestement, fonctionne bien, pour Ben Solo. Alors en sachant que c'est un personnage fictif, donc diagnostiquer un personnage fictif, ça reste une démarche intellectuelle intéressante, mais c'est très délicat. Donc tout ce qu'on vous dit, il faut le prendre avec un grain de sel, bien sûr, hein. D'ailleurs, on vous laissera les sources en barre d'infos pour que vous puissiez creuser, de vous-même, hein. C'est le genre de sujet, de toute façon, il faut se faire son propre, avis, bien sûr. Et puis, dans les figures d'attachement de Kylo, bah, tu as aussi Snoke, qui devient la figure, du parent, qui rassure dans le sens où, là où ses parents, le voient comme un monstre, ont peur de lui et cetera. Donc ça, on le voit dans la novélisation du dernier Jedi, où Kylo se remémore ces moments dans l'enfance où, ses parents parlaient de lui comme s'il était un monstre derrière les portes et cetera. Évidemment, il entendait tout, il sentait tout, hein. Parce que les gamins, faut pas les prendre pour des abrutis. Déjà de base, ils comprennent beaucoup de choses et en plus lui, il a la force donc. Et donc Snoke, bah, en face, c'était le discours: «Mais ils savent pas apprécier, ta valeur, tu es le meilleur, tu es super puissant, tu devrais dominer le monde, c'est ton dû» et cetera. Donc il brossait dans le sens du poil, qui le temps flattait de l'attirer. son Mmh. ego et cetera. Donc quand il s'est tourné vers Snoke, bah, c'était aussi parce que, bah, une fois que Luke a essayé de le buter, bon, ma vraie famille, j'ai rien à en attendre, hein. Ils se débarrassent de moi, ils veulent vraiment se débarrasser de moi. Je suis en danger avec eux et puis, bah, j'ai cette voix dans ma tête depuis des années qui me dit que je suis le meilleur, que je suis top, que c'est pas ma place, qui m'apprécie donc, bah, c'est la seule issue donc je vais vers cette personne qui se révèle être un prédateur, quelqu'un qui va énormément le traumatiser, mais dont il va être codépendant. Voilà, donc qui est une figure d'attachement très, très forte au moment où on le rencontre, dans l'épisode 7. Oui et puis, certains ont parfois enfin, j'ai vu des choses en ligne sur le fait que certains avaient associé, Kylo à du pervers narcissique. Le vrai pervers narcissique, c'est Snoke, hein. C'est-à-dire Ah au début, oui, le pervers narcissique, il vous attire en vous disant que vous êtes, formidable, que vous êtes la meilleure invention depuis, le fil à couper le beurre et puis une fois qu'ils vous ont bien attiré dans leur filet et ben, vous n'êtes plus qu'une merde et c'est exactement, ce que fait, Snoke à Kylo puisque, il arrête de le flatter très, très rapidement, hein. Bon, de temps en temps, il lui met quand même un petit coup en lui disant qu'il est le puissant chevalier de Rennes, l'héritier de Vador. Mais la plupart du temps, de ce qu'on a vu, en film et en BD, il est surtout à le rabaisser, à le brutaliser, physiquement et et psychologiquement. Kylo, Ben a un besoin, viscéral de validation venant de l'extérieur.
Il a l'impression qu'il l'a jamais obtenu avant Snoke. Il a besoin qu'on le rassure, qu'on lui dise qu'il est fort, qu'on lui dise que ce qu'il fait, c'est bien, qu'on lui dise qu'il a une destinée, une grande destinée qui l'attend et cetera. Donc c'est pour ça aussi qu'il se raccroche, à l'héritage de Dark Vador, à tout ce que lui fait, miroiter, Snoke. Il a besoin d'approbation, il a besoin de tout ça, en fait. Donc pour, 5 fois où Snoke va lui dire qu'il fait de la merde, s'il y a une fois où il lui jette un os, il lui dit: «Ouais, c'est vrai, c'était bien, tu es le digne descendant de Vador, machin», l'autre, il en peut plus, il ne vit que pour ça. Il en a un besoin viscéral et Snoke l'a très bien identifié parce que tous les prédateurs qui s'attaquent à des enfants mettent en place cette dynamique dégueulasse avec leur proie. Il a aussi une approche, Snoke, qui est aussi une autre, une des identifications qu'on pourrait faire, sur la personnalité de Kylo Ren, qui permet l'identification avec plein de gens. C'est Snoke l'attire un peu comme un dealer, qui essaye de, Mmh. bah, de vendre, de vendre sa drogue. Alors au début, c'est formidable, c'est gratuit, on vous donne des shoots et puis après au fur et à mesure et ben, il va falloir payer, hein. Kylo a un comportement un peu, d'addict, Il est addict, il ouais. est addict, envers le côté obscur. Au début, ça lui a peut-être fait du bien et puis maintenant ça le traîne de plus en plus vers le bas, mais il sait pas comment s'en sortir. C'est une personne qui est, en proie à des addictions également dans son comportement. C'est aussi un commentaire qu'on peut faire et là aussi, Mmh. dire aux gens: «Ben, non, il y a pas d'autre issue que la drogue et l'alcool ou le jeu ou le sexe ou je ne sais quelle est votre forme d'addiction», c'est pas non plus très, très, constructif. D'ailleurs, on vous mettra en barre d'infos, un article, enfin, de blog de quelqu'un qui s'identifie à Kylo, comme, quelqu'un souffrant d'addiction. Donc c'est très parlant et c'est quelque chose qui revient aussi dans les forums, et cetera. Donc c'est pas du tout anecdotique, hein, les gens souffrant d'addiction, certains d'entre eux en tout cas s'identifient complètement avec ce personnage. D'ailleurs, dans le comportement de Rey, qui ferme le faucon, c'est intéressant par rapport aux personnes en addiction parce qu'effectivement, il y a un moment où des fois, il faut obliger la personne à se prendre en charge, il me semble, hein, parce qu'il y a Mmh. que soi-même, hein, on peut se guérir que par soi-même, enfin et il faut régler son problème d'addiction en se prenant en charge, en admettant, qu'on a un problème. La famille doit être présente mais pas Elle est accompagnante, elle peut être aidante, mais le travail, celui qui doit faire le travail, c'est celui qui veut s'en sortir et c'est là qu'on rebondit sur l'arc de rédemption parce que, l'arc de rédemption de Kylo, c'est une métaphore pour, une rehab, une désintox, pour un protocole de soins, pour s'en sortir, voilà. Sa rédemption, c'est s'en sortir et c'est une métaphore pour, bah, quel que soit le trouble qu'on peut lui associer, c'est vraiment s'en sortir et l'entourage est censé aider, mais des fois, c'est pas l'amour vache, mais des fois, il faut recadrer faire une et ça veut pas dire qu'on intervention. n'aime pas la C'est personne. Voilà, l'intervention. faire une intervention, Mmh. exactement et c'est exactement ce que fait Rey quand elle lui ferme la porte au nez à la fin du 8. Elle dit: «Mon gars, va falloir que Tu nettoies ta merde. tu nettoies ta merde, hein, que tu te mettes un peu au clair et ce travail, tu peux le faire tout seul. Moi, je peux pas t'aider si toi, de toi-même, tu ne cherches pas à t'en sortir. Donc, il faut que tu mettes des choses en place et elle sera là, vous verrez dans l'épisode 9, elle sera là pour lui, bien sûr, pour qu'il s'en sorte parce qu'elle l'aime et voilà et qu'il le mérite. Mais lui, il a un certain nombre de choses à faire, à mettre en place pour, obtenir sa rédemption. Il y a que lui qui peut se sauver. D'ailleurs, ils le disent dans un nouveau, dans un bouquin qui va sortir là, cet automne, Spark of Resistance, un truc Mmh. comme ça? Resistance Ah oui, Reborn. il y en a C'est plusieurs. Resistance Reborn, je crois. C'est Leia qui le dit à Rey, la seule personne qui peut sauver Ben Solo, bah, c'est Ben Solo et c'est vrai. C'est vrai de n'importe quel addict, c'est vrai de n'importe quel patient, avec l'aide qu'il faut, avec les traitements qu'il faut, avec la thérapie, l'accompagnement, tout ce que vous voulez, mais il faut que ça vienne de la personne et donc c'est ça aussi que Kylo, personnifie, incarne en fait, hein. Donc je souhaiterais revenir sur juste les figures de l'attachement, pour aborder le 5e point, Mmh. qui est le trouble réactionnel de l'attachement ou le RAD en anglais, Reactive Attachment Disorder, qui est lié à cette théorie de l'attachement dans tout ce qu'on a évoqué précédemment. Et en fait, les enfants particuliers qui souffrent de ce trouble ont du mal à connecter avec les autres et cherchent très souvent à blesser ou à éliminer figurativement ou même physiquement leur figure d'attachement pour ne plus souffrir. Et c'est exactement ce que fait Kylo quand il tue Anne. Et c'est là que le côté obscur aussi, c'est une belle métaphore pour les troubles mentaux, hein, le Bien côté sûr. obscur de la force. C'est que au moment où il tue son père, c'est pour ne plus souffrir.
Donc il pense qu'en coupant En éliminant la source, oui. la source, la figure d'attachement, cette source d'amour, et il le redit à Ray dans l'épisode 8, il ne détestait pas Anne. Au contraire, il aimait son père. C'est pour ça qu'il l'a tué, hein, dans cette exigence tordue du côté obscur, ce que Snoke lui a fait miroiter pour ne plus souffrir. C'est dit, il faut que je me débarrasse de ma figure d'attachement, de cette personne que j'aime, pour ne plus souffrir. Et voilà, donc ça, c'est ce qui fait que certaines personnes qui ont des enfants souffrant de ce trouble réactionnel de l'attachement, bah, se sont reconnus ou ont reconnu leurs enfants dans la figure de Kylo Ren. Le fait qu'il porte un masque, donc cette barrière entre lui et le reste du monde, c'est pour se protéger, pour ne pas forger de liens, pour ne pas s'attacher. Il les connecte avec personne au sein du Premier Ordre, à part Snoke, qui est une figure d'attachement, comme on l'a évoqué, et figure d'attachement qu'il finit par sacrifier pour protéger une autre figure d'attachement qui a pris la préséance, en l'occurrence Rey. Donc ça, c'est important aussi. Parce qu'au moment où Kylo tue Snoke, c'est pour protéger Rey, c'est aussi parce que Snoke est son abuseur et son prédateur, mais il y a quand même encore une forme d'attachement, hein, vis-à-vis de Snoke, hein, donc faut pas se leurrer, hein, c'est un nouveau traumatisme pour Kylo aussi, au moment où il se débarrasse de lui, hein. Il va falloir aussi qu'il travaille là-dessus. Et en général, donc pour les personnes qui souffrent de troubles réactionnels comme celui-là, plus l'amour est grand, plus les mesures pour tuer cet amour vont se révéler drastiques. Et là, moi, j'aimerais quand même aborder un truc qui est souvent romancé dans la communauté Relo, c'est à la fin de l'épisode 8, quand il pète son câble, une Ah fois que oui, quand Rey il dit: «Je vais la détruire». je vais la détruire, il le pense. Moi, je suis persuadée qu'au moment où il dit Général Hux, avancez, pas de quartier, pas de prisonnier, ça inclurait, hein. Je pense que pendant cette partie-là, jusqu'au moment où il la revoit dans le Force Bond, et là, c'est plus du tout ça qui se passe, je pense qu'il veut vraiment la tuer. Et d'ailleurs, pendant toute la bataille sur Crate, il y a des moments où il pète les plombs, il est désorganisé, il est Mmh. dans une phase psychotique, hein, Ah oui, il est vraiment. montré comme pas, oui, pas Il n'a pas de très contrôle, clair. mais au Non, non. moment où il dit à Hux Fais-moi exploser cette, oui, ça aussi, quand il lui fait: ouais, «M'exploser ouais, le mais crâne». là, il est dans la colère parce que c'est l'image de son père, et cetera. Mais par contre, il est froid, il est détaché, il est complètement impassible quand il dit avancez, pas de quartier, pas de prisonnier. Et il a dit un peu plus tôt à Hux, quand il a pris le pouvoir, là, on sait où Rey est allée, on sait où elle est allée, et on va descendre tous les buter. Donc c'est le moment où je pense il manifeste ce trouble réactionnel de l'attachement. Il veut détruire cette figure d'attachement et il est très très froid, il est calculateur, il est détaché. C'est ce que une des personnes dans un des articles qu'on va vous mettre là, une des mamans d'enfants souvent souffrant de ce trouble, appelle un code rouge. Elle savait, enfin, ou c'est une éducatrice qui, au moment où elle entrait dans la classe et qu'il y avait des enfants qui étaient complètement détachés, complètement froids, qui avaient même retiré leurs chaussures, elle savait que ça allait être la merde et qu'ils étaient face à un code rouge. Et je pense qu'à ce moment-là, quand Kylo ordonne très froidement la mort de toute la résistance, y compris Rey, il est extrêmement froid. C'est en contraste absolu avec tous ces pétages de plomb avant et après, pendant la bataille. Il veut vraiment la tuer. Ça prouve qu'il l'aime vraiment, hein, de façon tordue bien sûr, mais plus l'amour est grand, plus les mesures pour s'en débarrasser doivent être drastiques. Là, on est complètement là-dedans, comme au moment où il a tué Anne. Enfin, heureusement que ça a pas pu se faire parce que quand on voit dans quel état ça l'a mis avec son père, je pense que là, il s'en se serait pas remis, hein, Il s'en serait pas remis. Si tu tuait il s'en remettrait pas. Il s'en remettrait pas. Et quand tu vois les yeux de porgue qu'il lui lance quand il y a la vision, c'est évident qu'il est fou amoureux d'elle et qu'il se serait jamais pardonné de lui avoir fait du mal, de lui avoir fait du mal. Donc le moment où il dit faut la tuer, etc. Finalement, faut pas que ça fasse paniquer les fans de ce couple ou que ça nous donne des prédictions sombres pour l'épisode 9 parce que juste après, tu as le dernier oui, Skype oui. qui doit nous rassurer. Oui, il y a du travail à faire. Oui, Kylo est un être qui est extrêmement endommagé par la vie, qui a des gros gros soucis, mais il y a une lueur d'espoir pour ce personnage. C'est très très important. Donc ça, Mmh. voilà, je voulais quand même revenir sur ce trouble parce que bah, je trouve que c'est assez pertinent par rapport à ce personnage. Bah, je suis d'accord avec toi qu'il est à ce moment-là vraiment en colère, hein. Il y a pas de et qu'il aurait été capable de tuer tout le monde là-dedans. Mais c'est vrai qu'il sortait de son gros stress là. C'est vrai qu'en termes de du fait Mhm.
d'avoir juste, éliminé, comme tu l'as dit, la figure de Snoke qui a quand même été, son guide spirituel, hein, enfin sa référence pendant toutes ces années. Donc il se retrouve complètement, désorienté et d'avoir en plus, subi le désamour, enfin ce qu'il perçoit comme le désamour de Rey à ce moment-là, enfin cette trahison qu'il vient de prendre, oui, c'est sûr qu'il est pas au mieux de lui-même là. Je pense qu'on le verra plus jamais aussi mal. Ouais, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que le 2e épisode, ça doit représenter. C'est le fond du trou, hein. C'est ça, parce qu'on est dans un, si vous comparez avec la prélogie où, bah, ça se termine, par, le mariage. A priori, Anakin là, il est au top de lui-même, hein, il est arrivé à un nouveau statut, il a eu la femme qu'il aimait, enfin, c'est le max. Donc quand on est au max, on peut que descendre au 2e épisode. Là, on est au fond du trou, bah, on peut que Mmh. remonter. Encore une fois, l'ascension de Skywalker. Je veux dire, là, l'échelle, les barreaux, ils vont être construits là, entre Avis ça à la va ça va grimper. population, hein, l'ascension Ouais. de Skywalker et vous voyez qu'on a abordé, déjà plusieurs, «pathologies» entre guillemets ou plusieurs troubles et vraiment des gens d'horizons très divers se retrouvent chez lui parce qu'il a des symptômes qui sont assez génériques finalement, qui manifestent qu'il y a un gros souci, il y a un trouble, mental, certain, mais l'ambiguïté est maintenue, ce qui fait que faire un tableau clinique, de ces symptômes, c'est un peu voué à l'échec. Déjà un parce que c'est un personnage fictif et 2 parce que les créateurs de ce personnage l'ont très bien écrit, je pense pour toucher un maximum de personnes, hein, justement et ça fonctionne, hein, au vu des témoignages qui circulent sur internet. Donc c'est pour ça qu'une ambiguïté est maintenue et donc du coup, ça nous permet d'aborder le 6e point qui sont les troubles de la personnalité. Comme Anakin, on a collé pas mal d'étiquettes sur Kylo Ren, de troubles de la personnalité qui encore une fois sont des diagnostics psychiatriques, assez difficiles à poser, hein, dans la vraie vie, sur des vrais gens, avec qui on va interagir pendant des mois ou des années, avant d'être certain du diagnostic. Donc voilà, faut garder ça à l'esprit, hein, pour mettre les choses en perspective. Donc déjà, est-ce que Kylo est un narcissique? Il en a des traits de troubles de la personnalité narcissique, mais il présente pas un tableau, suffisamment complet au travers de ce qu'on sait de lui pour vraiment poser ce diagnostic. Donc effectivement, au cœur de son personnage, il y a un besoin de reconstruction narcissique parce qu'il est insécure dans ses affections depuis qu'il est tout petit, parce que, Snoke, lui disait le discours inverse: «Tu es super fort et cetera, tu es le meilleur et cetera». Donc il y a aussi chez lui un sens de, certaines choses lui sont dues et c'est quelque chose que Adam Driver avait déjà dit en interview. Il a un sens de entitlement, hein, Kylo, donc il y a vraiment des choses, qui lui sont dues. Sa supériorité dans la force, fait qu'il a un statut très particulier au sein du Premier Ordre, vraisemblablement, fait qu'il est le maître des chevaliers de Ren, c'est parce qu'il y a une supériorité dans la force. C'est un descendant de Dark Vador. Donc voilà, tout ce que Snoke a mis en place avec lui aussi, fait que, bah, il y a un peu une dissonance, genre, d'un côté, il est persuadé qu'il y a des choses qui lui sont dues, il voit bien qu'il est très fort dans la force et cetera et de l'autre côté, il est complètement insécure, il a un sentiment d'infériorité, qu'il cherche à compenser. Donc voilà, il y a ça aussi qui est au cœur de d'où la nécessité d'avoir des validations extérieures en permanence, de sa chasse à l'approbation, à la récompense, aux compliments et cetera. Le fait que la moindre frustration, le moindre signe qu'il a échoué, il le vit super mal, il réagit comme un gamin de 5 ans, il défonce tout. Il a des crises de colère. Donc voilà, tout ça, ça fonctionne, mais pas au point d'en faire un narcissique, d'un point de vue, clinique. Donc, après, le diagnostic, trouble narcissique, on retrouve souvent, associé à Kylo, le trouble borderline, donc de la personnalité borderline. C'est un diagnostic qui avait déjà été posé, par des psychiatres, professionnels, sur Anakin. Effectivement, Anakin et Kylo, enfin Ben Solo ont pas mal de points communs de ce point de vue-là, mais bon, comme toujours, il faut faire attention avec les diagnostics de personnages, fictifs, hein. On n'a pas tout le tableau. Et ce qui va caractériser, la personnalité, borderline, on va trouver certains, comportements, certains signes, chez Kylo et chez Anakin. La peur de l'abandon, réel ou imaginaire. Bon, on a vu que, dans les 2 cas, c'était quand même, «justifié» entre guillemets, enfin ça s'expliquait par, les traumas du passé, les séparations, d'avec les parents, des formes d'attachement, anxieux, des relations assez instables avec la famille, avec les proches, avec les personnes, aimées etc.
Les borderline ont des sautes d'humeur assez spectaculaires. Donc ça, on l'a vu avec Kylo, hein. Il pète un plomb, entre guillemets. Il a des poussées de rage, de colère comme ça, incontrôlables. Donc des sautes d'humeur spectaculaires, évidemment. En plus, forcément, dans Star Wars, on force le trait, hein, toujours. Et ils ont des gros problèmes de gestion de la colère. Pareil, hein, Kylo, Anakin, même combat. Des comportements d'automutilation. Donc là, par contre, pour l'instant, on l'a pas vu, hein, chez Oui, Kylo. c'est pas encore couper un bras. Voilà. Pour Ah! d'automutilation. Des pensées suicidaires, et cetera. Donc là, pareil, on n'a rien dans tout le matériel, officiel dans le canon qui nous permette d'adhérer à ça. On n'a rien qui nous prouve que Kylo a des pensées, suicidaires. Ils ont aussi souvent, ils vont passer outre les limites corporelles ou et cetera, vis-à-vis des personnes auxquelles ils sont attachés. Donc aucun sens de l'espace personnel, on l'a vu avec Rey, surtout dans l'épisode 7, hein, où il est vraiment dans sa bulle, dans son espace personnel. Et sa peur de la séparation, dans l'abandon, on la voit aussi dans son comportement avec Rey, comme on l'a vu avec la théorie de l'attachement. Il est extrêmement anxieux, il ne supporte pas d'être séparé de Rey, il la pourchasse systématiquement. C'est aussi vrai dans l'épisode 8. Et le peu qu'on a entreaperçu dans les bandes dessinées, ce qui va se passer entre le 8 et le 9, il est toujours à la recherche de Rey, à la recherche active, hein. Donc voilà, il ne supporte pas d'être séparé de Rey. Il y a une angoisse liée à la séparation, au spectre de la séparation des figures d'attachement. Donc il y a des points de la personnalité borderline, c'est juste quelques critères comme ça parmi tant d'autres, hein. Il y a des points qui fonctionnent pour Kylo et pour Anakin. Il y en a plein d'autres qui ne fonctionnent pas. Alors c'est rare qu'une personnalité borderline ou même un autre trouble coche toutes les cases, hein, ça fonctionne pas comme ça, hein. Et puis il y en a beaucoup qui se recoupent. En plus, c'est vrai que tu Oui, entre les symptômes, de stress, post-traumatique et ce que tu évoques en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se recoupent aussi. Donc c'est vrai qu'on peut passer de l'un à l'autre, assez facilement. mais tu as des points communs avec les troubles bipolaires, tu as des points communs avec la schizophrénie aussi. Oui, en plus il a des voix dans la tête, hein, donc d'une certaine manière, le fait d'avoir eu Snoke tout le temps qui lui parlait, bon, on n'est pas loin de la schizophrénie, hein, d'une certaine manière et d'avoir des conversations avec son grand-père, on peut retrouver ça, Voilà, c'est ça, c'est l'ambiguïté du personnage et de la fonction de la force, en fait, dans l'univers de Star Wars. C'est-à-dire que, on peut pas conclure, pas affirmer que Kylo souffre d'hallucinations, auditives et cetera ou visuelles parce que, c'est un utilisateur de la force. Quand Rey touche le sabre et elle a cette vision, on peut pas dire elle a des hallucinations, comme quelqu'un de schizophrène, par exemple. On peut pas dire c'est une crise, schizoïde. C'est pas ça, c'est pas possible. Donc voilà, il y a cette ambiguïté qui est maintenue sur la force. Est-ce que Kylo a vraiment parlé à son grand-père, a vraiment eu accès à des visions de son grand-père quand il a eu accès au masque, ou est-ce que c'était une manipulation de Snoke dans la force? On aura peut-être la réponse dans l'épisode 9, mais pour l'instant, rien ne nous permet de dire que Kylo a des hallucinations. ou dans l'ascension de Kylo Ren peut-être qu'il y aurait quelque chose là-dessus, Mais après qu'il y ait des choses, entre Anakin et Kylo, ça semble normal aussi, on peut parler des constellations, familiales. Le fait aussi qu'on se retrouve à refaire, à rejouer sans arrêt les mêmes problèmes. D'abord, il y a le facteur de l'hérédité, mais il y a aussi le fait qu'on puisse, avoir les mêmes situations qu'un ancêtre. Parfois un ancêtre dont on n'a même pas conscience, on se retrouve à faire le même Mhm. métier ou à avoir les mêmes complications familiales, c'est assez troublant ça, comment ça fonctionne. Tu as même en Extrême-Orient la notion de karma familial. Mmh. Voilà, c'est une façon de l'interpréter. Et puis narrativement, Kylo, c'est un commentaire sur Anakin. La postlogie, c'est un commentaire sur la prélogie. Donc ça, je pense qu'on y reviendra Dans un autre épisode. voilà, dans une prochaine vidéo, quand on va passer au niveau expert de notre série Comprendre la postlogie. Donc voilà, narrativement, thématiquement, que Kylo présente des troubles similaires à ceux d'Anakin, c'est pas déconnant. Mais rien ne nous permet de poser un diagnostic. Ça rejoint ce qu'on disait plus tôt dans le podcast, c'est que les symptômes de Kylo sont suffisamment vagues ou communs à des pathologies très différentes pour que plein de gens puissent s'identifier à lui
et souhaiter, son bonheur, souhaiter sa guérison, voilà donc Oui, c'est ça le but du jeu, c'est pas de vous dire qu'il correspond à telle, personnalité ou à quel trouble, ju le fait que ça reste assez fluide et qu'il puisse aller sur plusieurs troubles fait un personnage universel et une espèce de figure de proue ou de modèle, qui est intéressant. et je pense qu'il a vraiment été écrit dans ce but, hein. Tellement de soin qui a été apporté à l'écriture de ce personnage, le choix de l'interprète, toute la palette d'émotions qu'Adam Driver peut, donner dans son interprétation et dans l'article d'Empire là ou dans une interview, récente, J.J. Abrams disait, «C'est incroyable ce qu'Adam Driver peut faire», enfin, apparemment il va aller encore beaucoup plus loin dans l'épisode 9. C'est l'épisode de la résolution, donc forcément, je pense qu'ils ont demandé beaucoup à Adam Driver. Bon, tout cela, est lié bien sûr. C'est pas anodin non plus si, le personnage que Rian Johnson était le plus excité, à écrire, bah, c'était Kylo Ren, hein. Il l'a dit à plusieurs Ah, reprises, on donc peut pas trop demander à Adam Driver. Adam Driver, il sait tout faire, hein. Ça va être mon moment fangirl. Oui, moi j'aimerais revenir sur, une critique qui est faite parce que dans le même temps où, les critiques de Kylo Ren vous disent que, c'est une fiotte, qui chouine, qui sert à rien, qui est nulle et ben, bizarrement, ils le traitent également de psychopathe, de sociopathe ou autre chose et que, il tue les gens sans aucun état d'âme. Il s'appuie sur le premier meurtre qu'on voit qui est celui de Lor San Tekka où on a l'impression que ça lui fait ni chaud ni froid de tuer un vieil homme sans défense. Bon, juste après, il a quand même une crise de foi, hein, littéralement, il a une crise de conscience, puisqu'il est en train de dire qu'il sent encore l'appel de la lumière. Donc l'idée de sans remords, non, ni regret non plus. Et l'idée d'un psychopathe, certainement pas, parce qu'il fait preuve d'empathie. Il a de la compassion envers Rey. Il a de l'empathie pour pour Finn. son père, pour Finn, oui, puisque Finn quand même, il aurait pu l'abattre quand il sent, dans le village que enfin, il y a ce regard qui au début du réveil de la force où il sent qu'il y a quelque chose qui va pas très bien avec ce Stormtrooper. Il doit probablement savoir ce qui lui traverse l'esprit, et il n'intervient pas. Et il est pas du tout surpris quand il apprend que la personne qui a aidé, au sauvetage de Poe, c'est, FN, j'ai oublié son nom, 2187, c'est ça? C'est ça, Vingt ouais. il le dit spontanément que c'est Finn, donc il sait très bien que Finn a les mêmes doutes ou les mêmes crises existentielles que lui. En fait, c'est Mmh. un peu son miroir. Mais oui, non, c'est quelqu'un qui fait preuve de remords. On voit tout de suite avec son père, au moment même où il tue son père, il se rend compte que c'était peut-être pas une très bonne idée. Au moment d'abattre sa mère, il décide de pas le faire parce que il sent qu'elle est inquiète pour lui, qu'elle pense à lui, il sent la présence de sa mère et il est incapable de passer à l'action. Donc on peut pas dire que c'est un tueur, pur et dur, sans foi ni loi, ni sans conscience. Ça n'est pas possible de dire ça. Et puis c'est un gros raccourci parce qu'un psychopathe n'est pas forcément un tueur en série, même Ah si non. tous les tueurs en série peuvent être des psychopathes. L'inverse n'est pas vrai. Vous avez sûrement à côté de vous des psychopathes et des sociopathes, et vous inquiétez pas, ils vont pas vous tuer en fait, ça se passe pas comme ça. Ah non, c'est un très, très faible pourcentage, de personnes souffrant de ces pathologies. Alors déjà, c'est un diagnostic qui est très difficile à poser. C'est des termes qu'on utilise dans la vie de tous les jours de façon, vraiment, dévoyée, mais malheureusement, ça sert à stigmatiser les personnes qui souffrent de ces troubles et alors, pour le coup, Hollywood, n'aide pas, hein, on vous mettra dans la barre d'infos des liens vers des vidéos qui déconstruisent justement, cette notion du psychopathe ou du sociopathe et qui mettent bien en avant, comment les masses médias, font du tort aux personnes souffrant de ces troubles, hein, aux personnes qui essaient de les soigner, de les étudier et aux entourages. Donc c'est vraiment pas, c'est pas anodin en fait, hein. Non, Kylo ne présente pas de signes de comportement antisocial, si ce n'est sa difficulté à se connecter avec les autres, qui peut s'expliquer, enfin qui rentre dans le tableau clinique d'autres troubles, hein, de toute façon. Il n'est pas dénué d'empathie, c'était même un enfant hypersensible et malgré tout ce qu'il a traversé au niveau de sa formation, au moment où il a basculé dans le côté obscur, il est toujours déchiré par cet appel, de la lumière. Donc ça en dit long sur sa capacité d'empathie, sur sa compassion. Tu l'as souligné, il éprouve de la compassion. D'ailleurs, dans la novélisation du Réveil de la Force, Snoke le harponne à ce sujet.
propos de la compassion qu'il éprouve pour Rey. Il a laissé partir Finn parce qu'il a dû se retrouver dans le conflit intérieur de Finn, il a laissé filer. Puis il aime sa mère, il n'a pas pu la tuer et en plus, s'il avait pu anticiper, ça c'est dans la novélisation du dernier Jedi, mais s'il avait pu anticiper le coup de blaster de ses ailiers, il l'aurait arrêté. Donc il aurait activement cherché à protéger sa mère. Donc ça en dit long sur le personnage. Et d'ailleurs, les psychopathes, les sociopathes ne sont pas dénués d'empathie. C'est pas si simple que ça. Et bien souvent, quand des personnes souffrant de troubles mentaux sont diagnostiquées sociopathes ou psychopathes, ça pose des gros problèmes avec leur entourage parce que l'image d'Épinal, hein, de ces maladies, de ces troubles, fait que l'entourage ne croit plus à l'affection que leur portent les patients. Donc ça doit être très difficile à encaisser, d'aimer les gens, de savoir qu'on est malade et qu'à cause de l'étiquette sociopathe, les gens qu'on aime ne croient plus sincères quand on leur dit qu'on les aime. Ça doit être très, très difficile à Mais vivre, je pense. ça aussi, c'est quelque chose qu'on calque, sur Kylo, automatiquement. C'est-à-dire quand il y a eu la scène, de la salle du trône, plein de critiques ont commencé à partir en mode, «Oh, il la manipule, il se sert Mmh. d'elle, il avait prévu depuis le début de l'utiliser pour tuer Snoke», absolument pas. Enfin, il y a rien qui leur permet de dire ça. On vient de le voir juste avant dans la scène, où ils se tiennent la main, qu'il le fait de manière complètement sincère. Ils avaient leurs esprits mis à nu, l'un envers l'autre. Je ne pense pas qu'ils soient en capacité, Kylo, de masquer ses sentiments ou de manipuler la force de telle manière qu'il va envoyer une vision à Rey. Et puis on voit sa réaction aussi. Enfin, visiblement, il est touché et ému. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est en manipulation du tout. S'il essaye de manipuler quelqu'un, il faudrait que ce soit derrière le masque. Le plus mordant qu'il est, c'est souvent derrière le masque. Il n'a pas le Mmh. masque à Parce ce qu'il se moment-là. sent protégé. Oui, Quand il est derrière le masque, il se sent protégé. oui. Plus il a un visage tellement expressif. Kylo, c'est pas un... Là-dessus, c'est bien Skywalker, c'est pas un mec qui planifie des masses, hein. Il est plutôt du genre, j'agis dans l'instant. Il savait qu'il allait tuer Snoke parce qu'il savait que Rey serait menacée et qu'il pourrait pas être avec Rey si Snoke était encore dans les parages, mais il savait pas comment il allait se débarrasser de lui. Enfin, ouais, Kylo, c'est planifié, c'est pas trop son truc, hein. Et puis manipuler, il y a une forme de manipulation, mais elle est inconsciente dans le sens où c'est là que c'est pas un pervers narcissique, c'est pas quelque chose de conscient, c'est que il ne connaît que ça. Et donc il a reproduit les mécanismes que Snoke a utilisés avec lui. Et il se dit si j'offre à Rey la possibilité de régner avec moi, si je lui montre qu'elle ne compte pour personne sauf moi, donc là il était un peu vite, il a un peu oublié la résistance vite, hein, elle va forcément venir avec moi. Mais je pense que c'était un élan sincère, hein. C'était vraiment. Bah, puis c'est surtout qu'on voit qu'il est nul en manipulation parce que ça a pas du tout Ah ça ouais, a pas du ça tout a pas marché. du tout marché, il est Psychologiquement naze. parlant, c'est un gros ratage, hein, et au contraire, s'il lui avait dit: «Viens avec moi, je vais te faire découvrir le monde», ça aurait beaucoup plus marché. Enfin que Il de aurait chanté ce rêve bleu, ça fonctionnait exactement, mieux, «Viens hein. faire un tour sur mon tapis volant, je vais l'appeler le Whisper». Non, c'est évident, quoi. C'est, manipuler, il sait pas faire, du tout. Après, faut pas oublier que c'est quelqu'un qui est encore très, très immature, hein, émotionnellement, il y a tous les traumas derrière qui se traînent. J'ajouterais que s'il voulait la manipuler, il lui aurait offert ce dont elle a envie. Ce dont elle a envie, en fait, elle a envie d'avoir une réponse sur ses parents, que ses parents, ils allaient revenir la chercher, qu'ils étaient quelqu'un d'important et qu'ils allaient compter. Enfin, il lui offre pas quelque chose dont elle a envie, il lui dit quelque chose qui lui fait du mal et de la peine, en fait, sur le moment. Mmh. Elle en a besoin. C'est une dure vérité, elle en a besoin, pour continuer à avancer. Mais s'il voulait la manipuler, au contraire, il essaierait de lui dire: «Ouais, enfin, je pense qu'il irait plutôt sur ses parents, sont des gens importants, Mmh. il lui mentirait. Je pense pas qu'il lui mente. Il lui ment à aucun moment. Il lui a jamais menti, hein. Même quand ça allait pas dans son sens, bah, là, en l'occurrence, il lui a jamais menti, hein. C'est pas un manipulateur, hein. Il est maladroit, il est tordu par la force des choses, mais ben, on va voir dans l'épisode 9 que ça se soigne, en tout cas ça s'arrange. Mais je pense qu'à ce moment-là, il avait vraiment déjà il supportait pas l'idée qu'elle le quitte parce que la séparation, il supporte pas, on l'a déjà évoqué. Et puis, je pense que dans sa tête à lui, c'était vraiment, ils sont seuls tous les 2 et c'est les seuls à pouvoir se comprendre l'un l'autre et que sa place était à ses côtés à lui parce que, il y a que lui qui peut la comprendre. Donc je pense que c'était vraiment, son bien-être, il l'avait à l'esprit aussi, hein, pas juste lui, la récompense, personnelle pour son bien-être à lui, pour se sécuriser dans ses affections, mais aussi,
aussi pour elle. Ouais, puis il y a une belle métaphore par rapport à Kylo sur une réflexion qui est faite sur les objets et sur tout ce qui l'entoure. C'est-à-dire, tout est cassé autour de lui. C'est un être qui est cassé, qui a besoin d'être réparé. Mmh. Alors il casse le masque, ou son visage est déconstruit ou détruit, enfin en partie. On voit le sabre qui est brisé également. Le sabre. Là, il récupère le masque, sur l'épisode 9, mais on voit que c'est un masque qui présente des failles, des déchirures, enfin, on va vraiment sur ça, sur le côté cassé, brisé, et face à ça, ils nous ont mis une jeune fille dont la faculté, c'est de réparer les choses. Alors je sais qu'il y a plein de filles qui trouvent ça, des féministes qui trouvent ça, horrible, que le but, de la vie d'une femme soit de réparer un homme, et le fait est que si on le vend comme ça, non, les filles, c'est vrai qu'on peut pas prendre un homme et penser qu'on va le changer et en faire quelqu'un de, enfin, ou pas seulement un homme d'ailleurs, mais prendre quelqu'un et qu'on va le réparer. C'est pas une bonne idée en soi dans la vie. Mais enfin là, on n'est pas dans la vie, on est dans le fictif et dans le cinéma, donc cette image de, pouvoir être réparé grâce à l'amour de quelqu'un, alors même si ça ne marche peut-être pas comme ça exactement dans la vie, c'est une belle métaphore, parce que peut-être que la personne ne va pas nous réparer, mais nous, on aura peut-être envie de faire le travail de réparation pour être à la hauteur de l'amour qu'on nous apporte. Tout à fait et puis surtout c'est mutuel parce que, Kylo, même quand il est brut de décoffrage et cetera, sur ses parents, Rey l'oblige à voir la vérité, il l'aide à grandir. Il à sa façon à lui, il l'aide à dépasser ces blocages, ces verrous, de qu'elle a hérités de l'enfance pour grandir. Donc il lui fait du bien, aussi aberrant que ça puisse paraître à certains, il lui fait du bien et puis le propos, tu as tout à fait raison de le souligner, c'est pas que, l'amour de Rey, guérisse, Kylo ou le répare, si lui ne fait pas la démarche de son côté. Il faut que lui fasse ce travail, donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la rédemption, sur, accompagner quelqu'un qui est souffrant et qui se soigne, et puis, on choisit pas de qui on tombe amoureux, hein. Si tu tombes amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est malade, qui est souffrant, que ce soit des souffrances physiques ou un handicap physique ou un trouble mental, bah, tu vas pas, baisser les bras comme ça en disant: «C'est pas mon rôle de réparer cette personne, même si je l'aime, machin». Ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie de toute façon. Donc je pense qu'à partir du moment où ils sont amoureux l'un de l'autre et elle aussi, elle est brisée, hein, quelque Mmh. part, hein. Elle aussi, elle a beaucoup de trauma derrière, parce que là, on est branché sur Kylo, mais sur Rey, on pourrait en dire aussi, hein, c'est pas un rayon de soleil, dans l'absolu, hein. C'est très compliqué C'est le Rey aussi, vrai elle a ses masque, c'est failles, le hein. vrai masque de la postlogie, Rey. Rey, elle a un masque, Mmh. mais qui est invisible. Enfin, même s'ils nous l'ont mis au début, Ah, à c'est la ça. première séquence, pour créer un lien avec, Kylo, et également avec Finn, qui serait le troisième élément là-dedans, elle serait le troisième larron. Mais oui, c'est elle le vrai masque. Elle, c'est d'autant plus, frappant que son masque, il est invisible, on le voit pas. Enfin, il est pas évident. Elle donne le change, là où lui est à fleur de peau, elle enfouit tout. Lui, il sort tout, elle enfouit tout et la seule personne à qui elle la fait pas quoi, c'est Kylo. Parce qu'avec le Force Bond et puis de toute façon, il a compris tout de suite quand il a commencé à chercher dans son esprit. Alors certes, cette scène, elle est très intéressante parce que tout ce qu'il dit sur l'univers intérieur de Rey dans la scène de l'interrogatoire s'applique à lui aussi. Mais au-delà du fait qu'ils sont les deux mêmes, ça veut dire que Rey, elle a ses failles en elle aussi. Et Kylo la calcule tout de suite. Il le voit, il met le doigt dessus tout de suite. Je veux dire, elle peut donner le change au reste de la résistance, film, machin, avec son masque de je vais bien, tout va bien. Lui, elle la lui gérera pas à l'envers, quoi. C'est pour ça qu'il l'a fait avancer, qu'il lui fait du bien. Donc, je pense que ça, c'est important de le souligner. C'est pas Rey qui met des pièces tout le temps dans la machine à sous en espérant qu'un jour elle ait le jackpot, hein. Ça ne marche pas comme ça, hein. C'est mutuel. Une évolution, une maturation qui est mutuelle. Ah bah, l'image de l'île, qu'il voit, dans ses rêves, quand il l'interroge, bon, bien sûr, on est tout de suite parti, sur, l'île, d'Acto, qui est une prémonition, et cetera, et on peut aller dans ce sens-là. Mais, on peut aussi penser à la chanson de Simon et Garfunkel, I Am an Island, le fait qu'une personne qui est Mmh. complètement isolée, qui est fermée, sur les autres, qui est, séparée, qui est une île infranchissable, inatteignable, et c'est ce qu'ils sont tous les 2. Ils se sont, coupés des autres. Ils se sont retrouvés un peu
par la force des choses coupés des autres, mais ils ont accepté ce rôle-là de rester coupés des autres. Et d'où l'intérêt de ce pont entre leurs esprits, de ce lien entre leurs esprits qui les oblige à s'ouvrir, à se rendre compte qu'ils sont pareils et qui fait qu'ils connectent. Et ils en ont besoin tous les 2, hein. C'est pas Rey, c'est pas une béquille, pour Kylo, hein, ça ou un pansement, à mettre sur une plaie, hein. C'est ça son rôle à elle ne se résume pas à ça. Oui, mais il y a pas quelque chose de foncièrement mal, je trouve, à dire qu'on puisse se faire du bien mutuellement dans tous les sens, du terme, Bien voilà. sûr, ils se font du bien mutuellement. Ils sont bénéfiques, l'un à l'autre, depuis le début. Et c'est encore une fois, on est sur un rapport, égalitaire. Bien sûr qu'ils sont à égalité dans la relation, dans le rapport de force, dans la dynamique, et qu'ils ont par ailleurs chacun leur pouvoir de détermination, leur volonté, leur bagage, et cetera. Le fait qu'ils soient amoureux, qu'ils se destinent à être en couple, ça n'enlève rien à leur identité Mmh. en tant que personnage. Ça ne leur enlève rien en tant qu'individu. Et depuis quand avoir des aspirations romantiques, ça enlèverait quoi que ce soit à une femme? Ça n'en fait pas moins un individu à part entière avec ses aspirations, ses rêves, son histoire, ses envies, ses failles. Ça ne change rien Ah bah, d'avoir des ça aspirations devrait pas, ça a romantiques. jamais gêné aucun parcours de héros de finir, marié à la fin, hein, donc avoir une héroïne, mariée à la fin, non, ça enlève rien à son parcours non plus. Pour revenir sur l'image de l'île, ça peut, nous entraîner vers, le dernier parallèle qu'on peut tirer entre le Kylo et des troubles, possibles, enfin, ce serait le domaine de l'autisme, le spectre autistique, peut-être, parce que l'image Mmh. de l'île, je trouve, est assez frappante aussi, pour décrire ça. Ouais. Donc, il y a des parallèles qui ont été faits sur, un des possibles, personnalités autistiques, chez Kylo Ren, la difficulté à communiquer avec les autres, les les grâces sociales, hein, ça c'est une première chose, le fait qu'il se soit mis en privation sensorielle parce que tout ce qui est, du domaine sensoriel pour les autistes, c'est souvent très compliqué. Il y a une, surcharge, pour eux en niveau, Mmh. synesthésique, trop de bruit, trop de sensations, trop de lumière. Alors le fait d'avoir mis un masque qui, peut-être étouffe aussi en partie le bruit et les lumières, hein, ça c'est une ressource Mmh souvent mh. qu'on peut retrouver dans ce trouble-là. Et puis j'avais signalé d'ailleurs qu'il avait quand même un fétichisme sur les noms, sur le silence, hein, le silencieux et le murmure, hein, qu'il aimait pas le bruit. Donc je pense Il que aime pas le bruit, ça ouais. aussi, ça pourrait aller en faveur, du, spectre autistique, heu, parce que, trop de bruit, c'est compliqué. Bah, il a, des idées fixes, il cherche des, patterns, Schéma. des schémas directeurs, voilà. Il a des idées fixes, donc trouver Ray, voilà, c'est une idée fixe et une fois qu'il a une idée, il n'en démord pas. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est vrai que malheureusement, dans les enfants, trop doués et cetera, enfin, dans les masses médias, on fait encore l'amalgame avec, les idiots Mmh. géniaux, tu vois? Un peu genre Oui, Rain Man, en fait, alors c'est que bon, compliqué, oui. c'est Oui. beaucoup plus compliqué que ça, hein. Déjà, c'est un spectre, hein, tu as bien fait de le signaler, donc Asperger et cetera, enfin, vous avez vraiment toutes les nuances possibles, hein, dans ce spectre de l'autisme. Kylo est quelqu'un d'hypersensible, d'hyper émotif, donc ça, on l'a vu dès sa plus tendre enfance et son parcours, les accidents dans son existence, l'environnement familial et cetera, forcément ont appuyé sur cette hypersensibilité. Encore une fois, on retombe sur, la métaphore qui est la force, hypersensible dans la force, donc voilà. Et puis, c'est quelqu'un de très, très intelligent. Il est impulsif et cetera, donc on a l'impression qu'il est teubé, mais pas du tout, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et puis c'est quelqu'un d'extrêmement isolé aussi, hein. C'est très Mmh. compliqué de se faire des relations, de se faire des amis, de trouver sa place. Souvent, ben, les, personnes qui ont qui sont du trouble autistique, se sentent différents et bizarres. Alors lui, pour le coup, depuis l'enfance, hein, il se sent, à part et on le voit pas entouré par des gens. Alors je sais bien qu'on attend de voir comment ça va se passer avec ces fameux chevaliers de Rennes. Pour l'instant, ils sont abonnés absents, hein, les chevaliers de Rennes. Encore une fois, c'est pas sa bande de potes, hein. Ils sont pas en train d'aller au café du coin, se taper des bières, hein. Donc il ça va vraiment être intéressant de voir les interactions, qu'il peut avoir, avec eux, savoir ce que ça va nous apporter là-dessus. Mais oui, il est, à part au sein du premier ordre, il est Il a hyper et il isolé. l'a toujours été parce que, sa sensibilité à la force l'a mis à part depuis le début.
Depuis le début, j'imagine que même au sein de l'académie Jedi, il devait être le plus puissant, de tous les padawans, qui a pas dû, arranger ses affaires pour se faire des copains et tout, donc oui, il le sentiment d'appartenance, trouver sa place et cetera, c'est Rey qui le verbalise, qui est en recherche ouverte de ça. Mais ça s'applique, tout aussi bien à Kylo. Ce sentiment d'appartenance, il l'a pas trouvé dans sa famille, il l'a pas trouvé au sein de l'académie avec Luke. Manifestement, il l'a pas trouvé au sein du Premier Ordre, à voir comment ça se passe avec les chevaliers de Ren, tout à fait. Ce sentiment d'appartenance, il ne l'a qu'avec Rey et même chose pour elle. Donc encore une fois, la sensibilité à la Force, ça sert de métaphore pour beaucoup de choses, quoi. Et puis oui, comme tu as dit avec l'hypersensibilité, il y avait les manifestations, des crises de violence qui sont en fait des crises d'angoisse, hein, en fait, à chaque fois qu'il est en échec, c'est là qu'il a une crise de violence, hein. C'est quand il y a eu un échec et qu'il est renvoyé à, ben, à cette mauvaise image de lui-même, hein, quand les Et puis choses lui quand échappent. il y a trop plein, d'émotions, trop plein de frustration, trop plein de stress, bah, c'est la soupape. À un moment donné, c'est beaucoup trop pour lui et il explose, quoi. C'est ce qu'on voit, bah, c'est mis en place très rapidement dans l'épisode 7, hein, la déconstruction du grand méchant, 2.0, elle commence, dès le moment où, Mitaka arrive en disant: «On n'a pas retrouvé, la carte, menant à un machin, le robot, il s'est sauvé, il y avait une fille.» Et là, on le voit péter un plomb, il défonce tout avec son sabre, il pète un câble à nouveau quand Mitaka mentionne la fille. Donc au-delà du fait que ça nous met sur la piste, genre il va se passer un truc avec Rey, c'est bizarre. C'est le moment où ah bah, ça y est, la façade de contrôle, de machin, commence, enfin prend un sérieux coup dans l'aile, hein. Et le fait qu'il soit, psychopathe, sociopathe, méchant ou je ne sais quoi puisque, bon, Papy Vador, il aurait étranglé, il aurait fort choqué, ça tout de suite, hein, le Mitaka. Bon, il l'agrippe au moment où il parle de la fille, mais enfin il l'étrangle pas, il le tue pas. Il serait vraiment, un horrible meurtrier, pas la console, hein, qui aurait pris cher, hein, c'est le personnel, hein. Et jusqu'à présent, on l'a jamais vu, massacrer du personnel, hein. Même Hux, pour l'instant, bah, il a rien fait. Il l'a étranglé. C'est le moment où il a Il pété l'a un plomb étranglé, mais il et l'a il pas l'a tué. Il en avait encore utilisé. Alors qu'il lui manque encore de respect, quand ils sont, dans la navette, sur Craig. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il le balance quand même à l'autre bout, mais même là, il le tue pas. Enfin, ça reste de l'ordre du ça gag. reste C'est gentil, du hein. c'est Ouais, du ouais, c'est ouais. du pur gag. C'est vrai que là, Hux, il est en mode punching ball, ça va devenir le punching ball de Kylo. Et encore que parce qu'on a vu, une preview, d'une bande dessinée où pareil, il est pas très satisfait, de ce que Hux a lui a annoncé et au lieu de l'étrangler, il lui rectifie le col, tout propret, Quand il remet le col de Hux, on se comprend? Oui, c'est oui, ça. oui, Supreme Leader, on se comprend. Oui. C'est vrai que jusqu'à présent, les crises de Kylo ont été, extrêmement, cheap, en coût humain ou en coût alien d'ailleurs, l'un ou l'autre. Mais bon, Lor Santeca au début, pour marquer le coup, Han Solo à la fin, pour remarquer le coup. Beh, il fait plus de victimes quand il est dans son rôle, 1er ordre, quand il ordonne la destruction du village, il est froid. De toute façon, il a pas le choix dans la logique du 1er ordre. Ça n'excuse pas ce qu'il a on ne cherche pas à l'excuser, hein, on n'est pas là Non, pour non. ça, mais, ça explique des choses. Donc là, quand il est vraiment, au maximum dans, «J'incarne le 1er ordre», machin et tout, c'est là qu'il fait les pires atrocités. Le village, sur Jakku. Dans l'épisode 8, quand il défonce, une partie de la flotte, rebelle, il est extrêmement en contrôle dans son TIE Silencer, donc là il fait pas mal de victimes. Et quand il refuse d'arrêter les tirs au moment où Rey lui demande d'arrêter de tirer sur les navettes, c'est là qu'il fait le plus de victimes. Et une fois qu'ils sont sur Crate, c'est une attaque militaire. Oui, le tir sur les navettes, c'est pas lui qui l'avait Non, bah, commencé, le tir il sur les était pas dans le navettes, plan du tout, hein. non, Hux et voilà, Snoke donc ont fait c'était ça. pas. Mais il a refusé d'arrêter de les faire tirer et c'est là qu'il a perduré, hein, de Mmh, toute façon. oui. Alors c'est encore une fois, comme tu l'as dit, c'est pas pour le défendre, mais c'est pour expliquer qu'ils nous ont bien mis en avant des circonstances atténuantes ou en tout cas un degré de malice, méchanceté là qui est, atténué pour justement nous montrer que, ben, il peut s'en sortir, qu'on peut s'en sortir. Le but c'est pas de le montrer en super méchant parce que justement, comme il y a identification possible avec, plein de personnes qui sont en souffrance et en dépression ou avec des troubles divers et variés comme ceux qu'on a mentionnés, il faut, laisser une échappatoire. Il Mmh
faut laisser une rédemption possible et moi il y avait un article que tu m'avais conseillé que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je recommande qui est sur le handicap dans Star Wars et c'est vrai que jusqu'à présent, alors sauf 2 exceptions, tous les personnages handicapés, sont présentés comme les méchants et c'est vrai que souvent dans la fiction, dans la littérature, dans le cinéma, il vous manque un œil, il vous manque un bras ou il vous manque une jambe, hein, ben, vous êtes le méchant de service. Parce que si forcément il y a un truc qui va pas avec vous, en tout cas si vous êtes défiguré, vous avez une cicatrice, vous allez finir codé comme le méchant. Dans Star Wars, ça ne manque pas parce que Dark Vador, c'est quand même, un quadruple amputé, hein, quand même Ouais. à la base, Et cramé en et plus, en grand et brûlé. cramé et voilà, grand brûlé, donc on est quand même avec une personne avec un haut handicap qui a besoin d'une assistance respiratoire, perpétuelle. Bon, c'est le méchant, OK. Les autres méchants, Palpatine, il est tout Palpatine, vieux, défiguré, presque souffreteux, dans la mmh trilogie, d'origine. Snoke, Snoke, défiguré, on a l'impression que s'est pris des éclats de shrapnel lui, c'est voilà. il a été mal livré lui, hein. La Heu, vache. il y a bon, il y a, bah, même Saw Gerrera, qui est un personnage ambigu. Il est ambigu Heu, lui. Non, non, il est voilà, mais il est également, handicapé donc bah, il mérite que de mourir, hein. Enfin tous les personnages qu'on vous cite, ils meurent, ils se font tuer. mmh Entre handicaps qu'on peut avoir, Bah, tu as l'aveugle, Chirrut là ah dans oui, mais Rogue alors là, One. c'est justement c'est celui qui bon, il C'est c'est meurt le quand même c'est aussi. le contre-exemple, lui, c'est le contre-exemple, ouais. Oui, mais il est présenté il est pas défiguré, donc son intégrité physique est préservée. Il est Mmh aveugle certes, mais c'est une circonstance, voilà, qui est un petit peu atténuée. Donc à chaque fois que vous avez un personnage en handicap, même Yoda, bon, qui a besoin d'une assistance, canne ou avec, son petit espèce de système de fauteuil roulant de Jedi là, où il est, porté par un petit, une espèce de petit pod là qui le Ah oui, transporte pour exact. à Dans la dans hauteur dans des l'attaque des clones, ouais. Ouais, c'est ça. Donc il a son petit fauteuil roulant de Jedi. Lui aussi, il reste en positif. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas Bah, grand-chose, les hein. méchants, et dans les masses médias, bah, le problème, c'est que les maladies mentales, c'est souvent le méchant qui en souffre. Ça s'est un peu calmé, on essaie des fois d'en faire des anti-héros ou des méchants sympathiques ou machin, mais tu as le spectre du psychopathe, mal écrit, qui est jamais très, très loin et ça, c'est très, très embêtant. Donc là, d'avoir un quelqu'un qui commence comme un méchant, mais qui est codé comme malade mental dès le départ, qui provient d'une famille de héros, donc là tu te dis: «Attends quand même, provient de la lumière là». Les premiers trucs qui lui sont dit, c'est Lord Santekka. Lord Santekka, faut bien écouter ce qu'il raconte lui aussi, hein. C'est comme Snoke parce que, dans la première scène, la seule scène où on le voit, il a déjà posé les jalons pour toute la nouvelle trilogie, donc ça c'est très intéressant et en particulier pour le personnage de Kylo et son arc. C'est très, très important. Donc là on a ouais, quelqu'un qui commence comme le méchant, mais qui est déconstruit d'effet, très, très vite dans le premier film de la trilogie, qui est codé comme malade mental, qui est sur un arc de rédemption. Il y a énormément de choses qui sont faites pour qu'on éprouve de l'empathie pour lui. Et chose très importante, vous avez présenté des vrais méchants irrécupérables, des archétypes vraiment qui n'ont d'autre fonction que de mettre en évidence tout ce qui fait que Kylo peut être sauvé. Donc vous avez Snoke, et là on va avoir Palpatine ou un succès d'année de Palpatine, on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre. Donc ils sont les gros méchants de la nouvelle trilogie. Donc c'est pas Kylo. Et encore une fois, ils sont là aussi pour servir l'arc de Kylo et pour que le spectateur fasse bien le distinguo entre ces pourritures irrécupérables crève-charogne et Kylo Ren slash Ben Solo. Ah, de toute façon, ils font pas ça subtilement, hein, parce que Non. quand ils ont le début du Retour du Jedi, c'est là où on a vraiment Palpatine, hein, parce qu'on l'avait jamais vu en live, hein. Il était uniquement sur, hologramme, dans l'épisode de l'Empire contre-attaque. Mais il arrive, dans toute sa gloire, au début du Retour du Jedi avec le défilé militaire, la parade, les majorettes et la totale. Et ben, juste avant, je crois qu'il y a un petit passage où il y a un Dark Vador a encore un problème avec le personnel et au lieu de le tuer comme il le fait d'habitude, c'est: «Non, non, vous verrez avec l'empereur parce qu'il est beaucoup moins sympa que moi, Ouais, c'est ça. il risque de pas être aussi tolérant». Et là, c'est déjà on a mis un cran au-dessus, c'est-à-dire non, c'est plus Vador, la charogne sans cœur, c'est celui qui va débarquer derrière, C'est ça. Palpatine. C'est la différence entre le grand méchant et le dragon, en fait, C'est ça. dans les clichés de narration. Kylo est le dragon, même si là, il a le statut d'empereur, on pourrait se dire que c'est le grand méchant.
il restera le dragon et deviendra l'anti-héros dans l'épisode 9. Donc non, il y a pas de souci, il y a pas Ouais. de souci. Donc c'est vraiment important de le comprendre ça, hein, en fait, hein. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait faire, cet épisode parce que, ce personnage a été écrit avec tellement de soin. Il y a beaucoup de choses, hein, qui se cachent derrière la création de ce personnage. Je pense qu'il y a beaucoup d'intention de la part de Lucasfilm, et je pense que c'est important d'essayer d'avoir tout le tableau, en tout cas de pas se fermer à des possibilités, par rapport à ce personnage. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un crève-cœur quand tu lis, ou que tu vois les vidéos YouTube où tout le monde, le bâche, prie pour que le dernier Skywalker crève, ce qui est quand même aberrant. Ça doit être un crève-cœur pour tous les gens qui se retrouvent dans ce personnage et qui au contraire espèrent une fin heureuse pour ce personnage, parce qu'ils espèrent une fin heureuse pour eux-mêmes ou pour un proche ou, voilà. Donc ça c'est important de le souligner aussi, quoi. Ah oui, non, mais là, c'est essentiel qu'ils le fassent, hein, parce que, oui, il y a une attente à ce niveau-là. Vraiment, c'est essentiel de montrer et souvent, c'est le message, hein. Ils l'ont fait pour Vador. Attendez, il a tué des gamins, quoi. Il a tué on n'a pas arrêté de voir Vador tuer beaucoup de monde. Il a tué des enfants, hein, je vous rappelle Vador, hein, bon, alors c'est bien que Lord Santekar rappelle que, il peut pas, nier, la vérité de sa famille. J'ai envie de te dire, en même temps, ça le met pas dans la merde, hein, parce que sa famille, c'est quand même un sacré, nid de pour le coup, il peut blâmer la plupart de ses problèmes sur le côté purement atavique de, «Attends, juste que je me trimballe comme gêne, la Mmh. pomme elle est pas tombée très loin du pommier». Mais, si Vador a eu sa rédemption, il y a aucun problème que et on n'avait pas encore tout le sous-texte, hein. On n'avait même En pas vu plus, Anakin avec on ses n'avait pas la problèmes, hein, prélogie, hein. ah On non, savait non. pas qu'il allait tuer des Ah bah, enfants, rien maintenant du qu'on a tout, hein. vu, alors on comprend bien, hein. Alors là, pauvre Vador, hein, dis donc, tu morflé. Oh la Mais, vache, il en a pris de cher. c'est sûr, là, oh là là, dis donc, quel drame. Mais là, pour Kylo, oui, non, c'est plié que la rédemption est au bout du Oui, chemin. oui. Ça fait sens à tous les niveaux, y compris d'un point de vue, bah là, métatextuel, hors, univers Star Wars. Ça fait sens dans l'univers Star Wars, dans la narration, dans l'histoire pour les personnages, et ça fait sens pour nous spectateurs en dehors de l'univers, Star Wars. Donc, bien sûr que cette rédemption va avoir lieu et ce sera douloureux parce que qui dit rédemption dit souffrance, mais on a affaire à un personnage qui a toujours souffert. Donc ça faut s'attendre à ce que l'épisode 9 soit costaud, hein, quand même, mais il y a la lumière au bout du chemin. Donc voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Bah, c'est-à-dire, ça fait grincer des dents à chaque fois qu'on entend le mot espoir, hein, dans Star Wars, parce que ça, c'est un truc qui est tellement rabâché qu'à un moment, on se dit: «Non, mais attends, s'ils nous disaient encore une fois le mot espoir, je me flingue, quoi». Mais le fait est qu'ils le disent sans arrêt et particulièrement, dans la postlogie, Mmh. où en plus on a Ben, qui est mon dernier espoir, hein. C'est comme ça qu'on nous avait, lancé Obi-Wan Kenobi, l'appel de la princesse Leia. Bon, il a été appelé comme Ben, le dernier espoir. C'est quand même Et pas Rey dans le texte mmh, dit: «C'est notre dernier c'est espoir». ça, Elle le dit à Luke. c'est pas un hasard et puis la petite phrase de Leia qui est répétée à l'envi, dans le dernier Jedi et qui est, «Ah bah, l'espoir, bah, c'est comme le soleil, hein, si on n'y croit plus, quand on le voit pas et ben, on n'est pas prêt de voir le matin, hein». Bon, un truc du On style. passera pas la nuit, ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, encore une fois, en même temps, quel est le parallèle? C'est pas simplement le fait que la résistance, s'en sorte, hein, c'est, bah, est-ce que Kylo Ren, il est foutu pour foutu? Est-ce qu'on fait une croix dessus? C'est quand même depuis le début la question, c'est la première question qui nous a été posée quasiment. Mmh. C'est est-ce que celui-là, il est fichu? Est-ce qu'on peut dire adieu à Kylo Ren, enfin Ben Solo, descendant de la lignée Skywalker? Eh ben non, donc on sera pas à ce stade. L'espoir, il est là. L'espoir est là, faut pas oublier que Star Wars, c'est pas une franchise, qui est, dans le cynisme, hein. Au contraire, hein, on est sur un conte de fées, hein, faut pas l'oublier. Donc il y a pas mal de médias, cyniques, tristes, déprimants, machin, nos futurs, c'est à la mode en ce moment, c'est dans l'air du temps. Star Wars, c'est et depuis le début, depuis l'épisode 4, là on vous renvoie vers nos vidéos là, il y a quand même du contexte, qui était très compliqué. Depuis l'épisode 4, Star Wars est en porte-à-faux face au cynisme ambiant. Ça va se finir sur une note d'espoir et ce personnage, il a été tellement chargé à tous les niveaux et on est censé éprouver tellement de sympathie pour lui que bien sûr,
Bien sûr qu'il va se sauver. Ah bah, il a quand même une lourde mission sur les épaules parce que c'est pas simplement, l'avenir de la galaxie ou l'avenir des Skywalker ou ce que tu veux. Là, c'est vrai qu'on est en train de dire que pour certaines personnes qui souffrent dans leur vie de tous les jours, hein, on n'est pas dans de l'ordre du fantasme, il y a un message d'espoir possible. De pouvoir montrer ça à des enfants, victimes de troubles, divers, de leur dire: «Voilà, tu vois, même Kylo Ren, à ses moments les plus noirs et ben, à la fin, c'est devenu un héros». Mmh. Alors peut-être que certains, bah, ça les fait gerber. Moi, je trouve ça Ah, c'est magnifique, de superbe. pouvoir dire ça à un enfant. De dire: «Tu vois, ça allait pas, vraiment il était au fond du trou, hein, et bah, c'est devenu un héros». Mmh. Alors peut-être que c'est pas réaliste, mais quel beau message et en plus, un beau message qui va sortir à Noël cette année. Enfin, on peut Ah pas oui, en termes de Lucasfilm et Disney, ils sont parfaitement conscients, de l'impact qu'ils ont, sur la société au sens large, de oui. l'impact qu'ils ont sur, leur public cible qui est les enfants, les adolescents. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils ont parfaitement compris les enjeux derrière la création de ce personnage, c'est voulu. Bien sûr que Kylo va s'en sortir, bien sûr qu'il va triompher. Pour tous les gamins, même juste ceux qui ont une adolescence difficile, qui éprouvent de la colère, qui savent pas quoi faire avec cette colère, tous ces gens qui se retrouvent dans Kylo, qui sont là à espérer qu'il va s'en sortir, bien sûr qu'il va s'en sortir. Tout est fait pour nous le montrer narrativement, thématiquement, métatextuellement, bien sûr qu'il va s'en sortir. Donc, et tous les cyniques, les fanboys énervés qui veulent qu'il crève, etc., qui sont complètement passés à côté du personnage, bah, j'espère qu'ils fermeront bien leur gueule quand l'épisode 9 sera sorti, qu'ils se seront complètement plantés et que enfin on pourra avoir ce genre de discussion de façon beaucoup plus saine et ouverte dans les réseaux sociaux, sans risquer de se faire bâcher, se prendre un coup de matraque d'un modérateur parce qu'il y en a marre. Cette Mmh. conversation, il faut qu'elle ait lieu. C'est aussi pour ça qu'on voulait faire la vidéo. Il faut qu'on ait cette conversation. C'est très important pour bah, plein, plein, plein de gens qui se retrouvent dans ce personnage et qui, eux, ont bien compris ce qui se cachait derrière l'écriture de ce personnage. Oui, donc à chaque fois que Kylo Ren est bâché, c'est un petit peu leur remettre, c'est remettre du sel sur la plaie, hein, quand même, hein. Voilà. Mais bon, n'ayons pas peur, l'Ascension Skywalker, c'est un film de Noël, c'est un film feel good movie. D'ailleurs, moi je pense qu'ils auraient dû, être encore moins subtils et l'appeler le triomphe de Ben Solo. Alors au point où on en est franchement, parce qu'apparemment même avec un titre aussi limpide que l'Ascension Skywalker, il y en a qui sont encore passés à côté. Donc Bah, tu as bon, plein qui Dieu disent qu'il se est pas un sauve de Skywalker, hein, qui comprennent même pas les bases de la généalogie, hein. Je veux dire, c'est quand même, c'est aberrant. Mais voilà, nous on voulait quand même on a conscience que c'était un épisode, assez lourd, hein. C'est des thèmes qui assez sont plombant, ouais. difficiles, mais on veut vous laisser sur cette note d'espoir. Ben Solo va s'en sortir malgré tout ce qu'il a traversé, quelle que soit la façon dont vous vous identifiez à lui. Il y a de l'espoir pour tout le monde et on voulait partager ça aussi, avec vous. Donc, bah, je pense qu'on peut vous laisser là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Claire? Bah ouais, hein, joyeux Noël. Et on reviendra sur ces sujets quand l'épisode 9 sera sorti, qu'on aura vraiment tout le tableau. Et du coup, j'ajouterai après ce joyeux Noël 2019, 2020, portez-vous bien. Ouais, tu perds pas de temps, toi! Tu es pas en retard. Bah, faut se projeter, écoute, on va avoir la bande annonce bientôt, voilà, faut rassurer les Ouais, gens. ouais, on est là pour ça aussi. Donc, bah, d'ici le prochain épisode, portez-vous bien. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Soyez bienveillants, s'il vous plaît. Ce sont des sujets, difficiles, hein, on en a parfaitement conscience. Oui, on espère qu'on aura d'ailleurs heurté, personne, hein, parce que c'est vraiment pas, la démarche, Non, hein, non, pas donc du tout. on Et donc n'hésitez pas à poursuivre la conversation, à l'étendre dans les commentaires. Ce sera avec grand plaisir. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. à très bientôt.